De nombreux aéroports ont des moquettes dans leur zone d'embarquement. Ce petit élément de confort s'accompagne généralement de quelques autres. Des plafonds plus bas, des sièges confortables et un éclairage naturel agréable. Tout cela coûte plus cher aux aéroports et les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols durs. Mais elles créent une sensation agréable pour les passagers qui attendent leur vol, ce qui les rend plus détendus. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'un geste de bonne volonté de la part des aéroports. Selon des recherches comportementales, les passagers apaisés sont 7 à 10% plus susceptibles de faire du shopping et d'acheter réellement quelque chose dans la zone duty-free. Donc en investissant dans le confort des passagers, les aéroports augmentent en fait leurs revenus. Si tu as toujours voulu savoir ce qu'il advient de ton bagage lorsque tu es à bord de l'avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport ne le sait pas une fois qu'il a quitté son territoire et qu'il ne s'en soucie probablement pas. Désolé de te le dire. Les scanners lisent le code barre et trient les bagages automatiquement en fonction de leur destination. Les 3 principales tâches des bagagistes de l'aéroport sont de déplacer les sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement, de les déplacer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance et de les déplacer de l'avion à la zone de récupération des bagages. Et c'est tout. Donc si tes bagages ne se déplacent pas assez vite, ils peuvent être en retard pour ton vol de correspondance. Ou à l'inverse, ton bagage peut arriver à ta destination avant toi parce que tu es bloqué au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies d'enlever une ancienne étiquette indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes, où sont confectionnés les plateaux repas destinés aux passagers. Ces cuisines préparent généralement des aliments pour différentes compagnies aériennes en même temps. Et comme cette nourriture d'avion si savoureuse doit être cuisinée environ 6 à 10 heures à l'avance, les cuisines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le menu de ton vol est élaboré jusqu'à 1 an à l'avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et fait augmenter les dépenses. D'ailleurs, fait intéressant, une compagnie aérienne a réussi à économiser 40 000 $ après avoir retiré une seule olive de chaque salade qu'elle servait sur ses vols. Le personnel de l'aéroport demande parfois aux passagers de se frotter les mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine spéciale. Cela peut sembler bizarre, mais c'est totalement inoffensif. Il s'agit simplement d'un contrôle de routine effectué par une machine appelée atomiseur. Avant que leur journée de travail ne commence, les employés mettent des échantillons de produits chimiques dangereux dans la machine. La machine mémorise ces odeurs et au cas où les mains d'une personne exhalent ces produits chimiques, elle alerte le personnel de l'aéroport. Tu as certainement déjà vécu ce qui suit. Tu arrives au contrôle de sécurité et soudain, il s'avère que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main. Mais ne t'inquiète pas, tous les objets saisis lors de l'inspection avant le vol peuvent être conservés à l'aéroport jusqu'à 3 mois. En plus de cela, tu as la possibilité de te les faire envoyer par courrier à n'importe quelle adresse. Les objets saisis par la sécurité et qui n'ont pas été réclamés peuvent aussi être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier. Si tu as une longue escale entre 2 vols, aller à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vend un accès 24 heures sur 24 au salon VIP. Dans la plupart des cas, tu peux y trouver des collations et des boissons gratuites et utiliser des cabines de douche et des salles de repos gratuites à un prix très abordable. Dans les aéroports à plusieurs terminaux, recherche les passages souterrains reliant les terminaux que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas. Par exemple, à l'aéroport de Francfort en Allemagne, il y a un tunnel piétonnier entre le terminal 1 et le terminal 2 qui est surtout utilisé par les employés car les passagers ne sont tout simplement pas au courant de son existence. Il existe un terme pour les 60 minutes qui suivent la fin de l'enregistrement, l'heure d'or. C'est le moment où statistiquement, les passagers dépensent le plus d'argent dans les magasins et les zones hors taxes de l'aéroport. Et le fait de placer les sièges les plus confortables de ces zones juste en face des magasins est une autre astuce pour t'attirer à faire du shopping. Admettons-le, s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine peut être tentant et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes. Si ton vol est surbooké et que tu ne peux pas prendre l'avion à l'heure prévue, ne te précipite pas pour accepter le premier bon qu'on te propose en guise de compensation. Normalement, les compagnies aériennes font monter les enchères jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment de volontaires qui renoncent à leur place. Et si elles ne le font pas et que tu as été refusé involontairement, tu peux insister pour obtenir un remboursement en espèces à la place. En fonction du prix de ton billet et de l'heure de ton retard,
tu pourrais avoir droit à un montant allant jusqu'à 1 300 €. La plupart des aéroports engagent des experts appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce qu'on appelle la spot, ou technique d'inspection des passagers. Par observation, ils analysent soigneusement les expressions faciales, les gestes et le comportement afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété, comme les personnes qui se mordent les lèvres, se démangent ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne se comporte de manière étrange, il peut l'inviter à une inspection plus poussée, durant laquelle il va l'interroger pour essayer d'en savoir plus sur elle. Les profileurs travaillent à la fois dans les halls principaux et au contrôle des passeports. La question typique qu'ils posent est: quel est le but de votre visite? Ils vérifient ensuite la réaction de la personne à cette question. Peu importe à quel point un passager est réservé, s'il a quelque chose à cacher, les agents le découvriront grâce aux plus petits indices dans son attitude. Avant même que tes bagages ne montent dans l'avion, ils passent par 5 niveaux de sécurité. Et l'un d'entre eux, en plus de scanner le contenu, comprend un contrôle par un chien capable de renifler des produits chimiques dangereux. C'est bien connu, le nez d'un chien est bien plus puissant que celui de n'importe quel humain. En fait, les chiens distinguent les odeurs de 10 000 à 100 000 fois mieux que les gens. Pas étonnant que les aéroports profitent de ce super sens pour la sécurité et utilisent régulièrement ces chiens renifleurs pour détecter des substances suspectes. En plus, tu ne pourras même pas distinguer un chien de détection d'un chien normal. Contrairement aux chiens policiers, ceux qui travaillent dans les aéroports ne sont pas dressés pour effrayer ou intimider les gens. Les races de renifleurs les plus populaires sont les Golden Retrievers, les Labradors et les Braques allemands. Charger ton téléphone à un endroit spécialement désigné peut sembler pratique, mais ce n'est pas forcément sans danger. Si la station de recharge ne te permet de brancher que ton cordon en USB, tu risques d'avoir un logiciel malveillant installé sur ton téléphone sans que tu t'en aperçoives. La seule façon sûre de charger ton téléphone ou ta tablette est de trouver une prise électrique murale et de l'utiliser avec ton propre chargeur. Il en va de même pour le Wi-Fi gratuit des aéroports. En dehors du fait que les aéroports te demandent le plus souvent de t'authentifier, quelqu'un peut facilement accéder à tes données lorsque tu utilises un hotspot Wi-Fi non protégé. Il est plus sûr d'utiliser tes données mobiles. Mais si tu dois absolument utiliser le Wi-Fi de l'aéroport, efface ou crypte toutes tes informations importantes sur ton appareil. Il peut être exaspérant de devoir sortir ton ordinateur portable de ta valise à chaque fois au contrôle de sécurité. Mais le personnel de l'aéroport a besoin de bien voir ton appareil pour s'assurer que rien n'est caché à l'intérieur. Sur l'écran d'un scanner à rayon X, un ordinateur portable ressemble à un objet semi-transparent avec un disque dur, un lecteur de CD et autres composants clairement visibles. Mais les agents de sécurité ne peuvent pas voir ce qui se trouve derrière certaines de ces pièces. Par exemple, une batterie dense est plutôt volumineuse. Les gens ont tendance à choisir la file de sécurité la plus proche d'eux. Si cette file s'avère être bondée, regarde simplement autour de toi après le contrôle des pièces d'identité et des billets. Tu verras peut-être un autre point de contrôle avec beaucoup moins de monde. Certains points de contrôle de l'aéroport sont situés aux confins du terminal et les passagers ne les remarquent pas. Faire une demande de pré-contrôle de sécurité peut être un grand gain de temps pour voyager à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Être membre de ce programme présente de grands avantages. Tout d'abord, le passage de la sécurité et du contrôle des passeports est plus rapide. Si tu as opté pour le pré-contrôle, tu n'auras pas à enlever tes chaussures, à retirer ta ceinture ou à placer des objets comme les liquides et ton ordinateur portable dans des bacs spéciaux. Si tu ne prends pas l'avion depuis ou vers les États-Unis, tu peux chercher des services similaires disponibles dans ton pays. Si tu voyages en classe économique, mais que tu n'aimes pas ça, d'ailleurs qui aime ça? Enregistre-toi en ligne et vérifie les options de siège environ 4 jours avant ton vol. C'est à peu près à ce moment-là que les compagnies aériennes commencent à surclasser les sièges et tu pourrais obtenir un surclassement en classe d'affaires pour une somme modique ou parfois même gratuitement. Tu peux aussi demander un surclassement lorsque tu es déjà à l'aéroport. La plupart des gens oublient cette possibilité ou s'en moquent tout simplement. Alors, tente ta chance. Vérifie dans le coin, sous le lit. Attends, qu'est-ce qui se cache ici? Les hôtels sont censés être ton chez-toi, loin de chez toi. Mais sais-tu quel secret ils recèlent? Voici ce qu'aucun membre du personnel ou responsable ne te dira jamais. Certains propriétaires d'hôtels sont très superstitieux à l'égard du chiffre 13, ou bien ils estiment que les clients pourraient l'être. Quoi qu'il en soit, il se peut que la chambre 13 ou que le 13e étage tout entier ait complètement disparu. En Extrême-Orient, il en va de même pour le chiffre 4. Tu peux facilement obtenir un surclassement sans frais supplémentaires si tu fêtes un anniversaire ou un mariage. Il suffit d'appeler à l'avance et de les prévenir de l'événement à venir. Tu vérifies peut-être le lit pour voir s'il y a des taches ou des insectes, mais tu oublies probablement la chose la plus sale de la chambre.
La télécommande de la télévision. Elle n'est pas désinfectée entre chaque réservation. Mets-la dans un sachet en plastique avant de l'utiliser. Il y a plein d'autres choses sales dans cette chambre, mais nous en parlerons plus tard. Chaque hôtel a un endroit où le service d'entretien range les objets oubliés. Les objets les plus fréquemment perdus sont les chargeurs de téléphone, mais des découvertes plus intéressantes ont été faites. Des fausses dents, des yeux de verre et même des boîtes d'asticots. Si personne ne vient chercher ces étranges trésors après 5 ou 10 ans, oui, ils sont assez gentils pour attendre, les membres du personnel de chambre tirent au sort les objets perdus entre eux. Certains hôtels de luxe peuvent avoir des caméras cachées intégrées pour des raisons de sécurité. L'endroit le plus courant pour cela est le Judas de la porte. Alors colle toujours un morceau de scotch ou de mastic sur celui de ta chambre. En revanche, il n'est pas normal qu'il y ait une caméra cachée dans la chambre elle-même. Pour le vérifier, éteins la lumière et allume la caméra frontale de ton téléphone. Scanne lentement la pièce. Ton appareil captera leur lumière infrarouge. Les endroits les plus courants sont près du lit et dans la salle de bain, alors vérifie bien ces zones. Les hôteliers laissent souvent leurs amis et leur famille séjourner gratuitement, mais tu ne le remarques pas puisqu'ils partent généralement avant le début de la haute saison. Les employés et le personnel de ménage peuvent aussi bénéficier de certains avantages. Ils peuvent garder les serviettes, les pantoufles, les peignoirs et les shampoings. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que les chaînes d'hôtels acceptent souvent que tu prennes certains objets dans la chambre. Articles de papeterie et de toilette, tasses à café, parapluies, tout ce qui porte leur nom et leur logo. Cela leur fait de la publicité gratuite lorsque tu emportes ces objets avec toi. Ces beaux fruits et légumes brillants près de l'entrée de l'hôtel-restaurant ne sont pas seulement une décoration. Ils trompent ton corps de façon à ce qu'il se sente rassasié avant même que tu ne prennes ton assiette. Tu manges moins et l'hôtel économise de l'argent. Les hôtels peuvent te donner des flacons supplémentaires de gel douche ou d'autres articles de toilette, mais certains te font payer si tu as pris trop de nourriture au buffet du petit déjeuner. Et pour éviter de contrarier les cuisiniers avec la quantité de nourriture jetée, les hôtels de certains pays font payer à leurs clients tout ce qui reste non consommé dans l'assiette. Aucune chaîne d'hôtels ne te dira volontiers comment obtenir la plus grande réduction pour ton séjour. Donc si tu as un budget limité, fais une réservation après 18 heures. C'est à ce moment-là que le service commercial essaie de vendre toutes les réservations annulées à la dernière minute. Cela signifie souvent qu'il faut réduire le prix, parfois de moitié. Le premier dimanche du mois est le meilleur moment pour s'enregistrer. Les vacanciers partent, les voyageurs d'affaires ne sont pas encore arrivés, donc la plupart des meilleures chambres sont disponibles. Pour obtenir le meilleur choix, il existe un service spécial appelé rooming. Tu peux tout voir dans l'hôtel et choisir la chambre qui te plaît le plus. Il suffit de le demander au réceptionniste. Les hôtels ne te parleront pas volontiers de leurs autres services gratuits à moins que tu ne le demandes. Les chargeurs de téléphone gratuits, les fers à lisser, les bouteilles d'eau et les jeux de société en font partie. Ils peuvent aussi commander un transfert pour toi, réserver des billets de concert ou de théâtre et te réveiller à une heure précise. Les hôtels peuvent te refuser à l'enregistrement, même si tu as payé ta réservation à l'avance. Ils peuvent parfois annuler ta réservation si tu ne te présentes pas avant une certaine heure. Si quelque chose te retient en chemin, appelle et préviens-les à l'avance. Et même si tu arrives à l'heure, on peut toujours te refuser une chambre. Cela arrive généralement lorsque l'hôtel est surbooké. Dans ce cas, ils peuvent te rediriger vers un autre hôtel. Encore plus surprenant, les chances que cela se produise dépendent de qui tu es. Les jeunes hommes célibataires, les couples et les groupes d'amis se feront davantage refuser qu'une famille ou une femme seule plus âgée. C'est parce que les premiers sont généralement plus flexibles face à un changement inattendu. Avant de te jeter sur le minibar, il vaut mieux vérifier si ces boissons sont scellées. Des employés d'hôtel racontent qu'il y a eu des cas où les clients ont fini toutes les boissons fournies, puis ont rempli les bouteilles avec de l'eau du robinet pour éviter de les payer. Les grandes chaînes ont souvent leurs propres transports spéciaux pour aller chercher des clients importants ou pour qu'ils puissent se déplacer en ville. Leurs propres taxis sont généralement moins chers que ceux de la ville, alors si tu veux économiser de l'argent, vérifie le coût de leur transport à la réception. Mais ne demande pas au réceptionniste de te recommander l'endroit où tu dois manger. Il t'indiquera un restaurant partenaire qui le rémunère pour les recommandations, même s'il est cher et mauvais.
Les clients ne paient pas vraiment pour la chambre elle-même, mais pour l'emplacement de l'hôtel. La proximité de l'aéroport, de la plage, du centre-ville ou des sites célèbres te coûtera un montant supplémentaire. Oui, même s'il n'a pas d'étoiles et que les équipements ne sont pas de grande qualité. Réfléchis à 2 fois avant de confier tes clés au voiturier. Il y a eu des cas où des employés d'hôtel ont pris une voiture haut de gamme pour une petite virée et se sont filmés dedans. Une personne célèbre pourrait séjourner dans la chambre juste à côté de la tienne. Personne ne le saurait, puisqu'ils peuvent utiliser des noms bidons pour dissimuler leur identité. Mais pour le reste d'entre nous, les gens ordinaires, ce n'est pas permis. Tu as demandé une chambre simple avec un grand lit et une belle vue sur la plage. Mais tu as obtenu une chambre avec 2 petits lits et une superbe vue sur un mur de briques. Cela arrive souvent, mais ils sont censés t'offrir une réduction ou un service gratuit pour compenser la différence. Fais valoir ce droit si le réceptionniste ne te le propose pas. Le coffre-fort de ta chambre peut être tout sauf sûr. Si tu as des objets de valeur, demande à la réception de les mettre dans le coffre principal de l'hôtel. Cet endroit est généralement beaucoup plus sûr car tout le personnel n'y a pas accès. Même si les chaises et les canapés des hôtels ont l'air propres, attends d'en voir un au microscope. Ne t'assieds pas dessus sans avoir préalablement posé une serviette ou une couverture. Tu ne sais pas si le client qui t'a précédé n'a pas mis ses pieds dessus. Or, ses pieds sont certainement sales puisque les moquettes des chambres sont rarement nettoyées, ou peut-être une fois par an, voire moins. Donc ne marche pas dessus pieds nus. Et si tu utilises des pantoufles ou si tu gardes tes chaussures, assure-toi de les emballer lorsque tu les ranges dans ta valise avant de partir. Même chose avec le lit. Avant de t'allonger dessus, sache que le personnel de ménage lave sans doute les draps entre chaque client, mais pas ce grand et beau couvre-lit plein de germes. Ne touche pas non plus les verres. Même s'ils reçoivent un coup de chiffon, c'est probablement avec le même chiffon que celui utilisé pour nettoyer les autres surfaces. Pourquoi ? Parce que le personnel n'a que 20 à 30 minutes pour nettoyer complètement chaque chambre. Il doit donc le faire rapidement et non en profondeur. Les choses souvent oubliées sont les interrupteurs, les poignées de porte et de tiroirs, les télécommandes et assez ironiquement, ce sont les objets que l'on touche le plus souvent. Les experts ont découvert que ces objets recèlent autant de germes que les toilettes. La solution apporte toujours beaucoup de lingettes antibactériennes. Et si tu te renseignes sur les pratiques de nettoyage de l'hôtel, rappelle-toi, nettoyer ne veut pas dire désinfecter. Choisis soigneusement tes mots afin de ne pas permettre aux gérants de t'entourlouper. Les aéroports font partie des endroits les plus visités et en même temps les plus mystérieux qui soient. Découvrons ce qui s'y passe en coulisses et quels sont les secrets qu'ils cachent. Certains aéroports emploient des personnes spéciales appelées profileurs. Ces personnes donnent vie à un programme appelé SPOT, Screening Passengers by Observation Technique, qui pourrait se traduire par analyse des passagers par l'observation. Ils analysent leurs gestes et leurs comportements afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété, les personnes qui se mordent les lèvres, se grattent compulsivement ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne agit de façon inhabituelle, il peut la soumettre à une inspection au cours de laquelle il va l'interroger afin d'en savoir plus sur elle et de confirmer ou non ses soupçons. Les agents de l'aéroport peuvent aussi te surveiller tout au long de ton cheminement entre le contrôle de sécurité et ta porte d'embarquement. Certains aéroports disposent de scanners de reconnaissance faciale qui peuvent facilement te suivre à la trace. Ils sont équipés d'un logiciel spécial qui compare le visage des passagers avec leurs documents d'identité. N'oublie pas que si tu ne recharges pas ton ordinateur portable avant le vol, il peut être confisqué. Il n'est pas rare qu'un agent de sécurité te demande d'allumer ton appareil pour le vérifier. Si tu ne le fais pas, ton gadget peut être emporté pour un contrôle supplémentaire. Pour des raisons de sécurité, il est crucial de s'assurer qu'il n'a pas été trafiqué ou modifié d'une manière qui pourrait causer des dommages pendant le vol. Emporter une brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré peut attirer des ennuis. Les brosses de certains fabricants contiennent des piles au lithium, et celles-ci peuvent entraîner de graves problèmes en vol. C'est pourquoi laisser ta brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré n'est pas une option. Mais tu peux la mettre dans ton bagage à main. Et si elle fonctionne avec des piles standards, tu peux la mettre où tu veux. Tous ceux qui ont déjà pris l'avion connaissent la règle de l'interdiction des liquides. Mais tout le monde ne sait pas que cette règle s'applique aussi au beurre de cacahuète, au dentifrice, aux crèmes, aux lotions, au maquillage liquide, aux lampes à lave, aux boules à neige, à certains types de médicaments, aux déodorants et même aux semelles de chaussures en gel.
Maintenant, intéressons-nous aux pistes d'atterrissage. Les aéroports font payer aux compagnies aériennes d'énormes redevances pour atterrir sur leurs pistes certains jours et à certaines heures. Mais le plus intéressant, c'est que ces créneaux peuvent être échangés. Par exemple, en 2016, Oman Air a payé à Air France environ 75 millions de dollars pour un créneau d'arrivée tôt le matin à l'aéroport de Londres Heathrow. Tu as d'ailleurs probablement remarqué que les prix des billets d'avion ont augmenté au cours de la dernière décennie. C'est à cause des prix extrêmement élevés des créneaux d'atterrissage. Les régulateurs de vol ne contrôlent pas seulement les avions dans le ciel, comme on le voit souvent dans les films, mais ils s'occupent aussi de leurs mouvements au sol. Ils contrôlent également l'éclairage des pistes. Il existe 3 types de contrôleurs aériens, en route, terminal et tour. Chacun de ces contrôleurs a son propre domaine de responsabilité. Un régulateur dispose d'environ 5 écrans et les informations qui y figurent changent constamment, car les écrans affichent les conditions météo et des informations sur les autres avions. Si tu te présentes au contrôle de sécurité et qu'on découvre que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main, ne t'inquiète pas, tu as encore une chance de sauver ton couteau suisse préféré. Certains aéroports disposent de services postaux et tu pourras envoyer tes affaires à l'adresse que tu veux. En revanche, les frais d'envoi sont assez élevés et certains articles sont interdits d'expédition. Les aéroports peuvent rapidement revendre ton bagage perdu. Bien sûr, tu as une chance de récupérer ta valise qui a voyagé vers une autre destination. Mais il est tout aussi probable que tu ne la revoies plus jamais. Les aéroports ont le droit de vendre les objets perdus lors d'une vente aux enchères. La plupart des aéroports organisent chaque année une vente de bagages perdus. Après avoir payé un droit d'entrée, tu peux enchérir sur des appareils électroniques, des vêtements, des sacs et d'autres objets. Il se peut que tu voyages sur le même vol qu'une star, mais tu ne le sauras pas. Les grands aéroports ont des procédures d'enregistrement et de sécurité séparées pour les célébrités. Elles montent souvent à bord de l'avion directement par une porte cachée située à côté de la passerelle. Certaines compagnies aériennes utilisent également des véhicules privés pour transférer les passagers VIP du terminal à l'avion. La plupart des passagers arrivent à l'aéroport bien à l'avance. Et l'activité la plus populaire en attendant un vol est de se promener dans la zone duty-free. Et même si les gens prévoient rarement d'y acheter quoi que ce soit, plusieurs produits finissent par se retrouver dans leur panier. C'est parce que beaucoup d'aéroports sont conçus d'une manière spéciale qui permet aux gens de se sentir détendus et à l'aise. Il y a de grandes baies vitrées, beaucoup de lumière et des fauteuils confortables. Or, statistiquement, les passagers détendus sont 10% plus enclins à dépenser de l'argent dans les magasins, les boutiques hors taxes et les cafés et restaurants. Les concepteurs d'aéroports réfléchissent beaucoup à leur aménagement. Cela permet d'assurer une circulation fluide des voyageurs. Et le point principal ici est une navigation facile qui les empêche de se perdre. Ils y parviennent grâce à des indices subtils mais très efficaces. Le fait de placer des zones hors taxes entre les points de contrôle de sécurité et les points d'embarquement est l'un d'entre eux. Elles sont censées t'aider à te détendre après avoir passé les contrôles de sécurité et te conduire là où tu dois aller. Le restaurant d'un chef célèbre à l'aéroport ne sera peut-être pas aussi bon que si tu te rendais dans un vrai restaurant. Ce ne sont pas les chefs eux-mêmes, mais des sociétés de restauration spéciales qui sont responsables des points de vente dans les aéroports. L'une des raisons de la moins bonne qualité des aliments est la sécurité extrêmement stricte qui entoure les livraisons dans les aéroports, y compris pour la nourriture. Tu pourras toujours manger un bon repas, mais ce ne sera pas la même chose. Maintenant, parlons d'une autre façon dont les aéroports te manipulent pour te faire dépenser ton argent. Ils te font traverser les magasins duty-free rutilants directement après le contrôle de sécurité. Mais le plus curieux, c'est que l'allée qui traverse ces magasins est généralement orientée vers la gauche. C'est parce que la plupart des gens sont droitiers. Cela signifie qu'ils utilisent leur bras droit pour tirer leurs bagages et qu'ils ont tendance à regarder vers la droite lorsqu'ils traversent les magasins. Lorsque la zone duty-free s'incurve vers la gauche, il reste plus d'espace sur la droite, là où les passagers ont le plus tendance à regarder. As-tu déjà remarqué le nombre de miroirs dans les aéroports ? Ils sont placés stratégiquement pour faire paraître les aéroports plus grands et créer une illusion d'espace. Cela contribue à réduire le sentiment de claustrophobie et rend l'expérience de l'aéroport plus agréable pour les voyageurs. Si tu as le choix, n'échange pas d'argent liquide à l'aéroport. Tu n'y obtiendras jamais un bon taux. Ceux qui n'ont pas acheté de monnaie locale à l'avance peuvent en commander en ligne et la récupérer à l'aéroport. Certains services n'ont besoin que de quelques heures de préavis pour une telle commande.
Ou alors, il peut être encore plus judicieux de retirer de l'argent dans un distributeur à ta destination finale. As-tu déjà prêté attention aux codes des aéroports ? Les plus utilisés sont ceux à 3 lettres. Pourquoi 3 ? Dans les années 1930, aux États-Unis, les pilotes utilisaient les codes de ville à 2 lettres du service météo national pour se référer aux aéroports. Mais rapidement, le nombre d'aéroports dans le pays a dépassé le nombre de ces codes. C'est pourquoi les compagnies aériennes ont élargi ce système en ajoutant une 3e lettre. C'est ainsi que LA pour Los Angeles est devenu LAX. Mais même s'il ne devrait pas y avoir 2 aéroports avec le même code, certains de ces codes se ressemblent tellement que tu peux facilement les confondre. Par exemple, un aéroport au Bangladesh porte le code CGP, tandis qu'un autre en Argentine porte le code CPG. Même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre, ne te trompe pas de destination. Les turbulences sont causées par des altérations soudaines des courants d'air et il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais si ce que je te dis ne suffit pas à te rassurer, essaie cette visualisation mentale suggérée par un pilote. Mets un morceau de serviette dans un pot de gelée. La serviette représente l'avion et il est entouré de gelée. Ah non, pardon, il est entouré de pression atmosphérique. Si tu secoues la gelée, la serviette ne va pas tomber, elle se met à bouger. Dès que l'avion atteint son altitude de croisière, on dirait que le bruit du moteur disparaît complètement. Pas d'inquiétude, le moteur fonctionne encore parfaitement. Le bruit diminue beaucoup par rapport au décollage parce que la propulsion diminue, c'est tout. L'air se raréfie et l'avion a besoin de moins de puissance pour rester en altitude. Si les pilotes maintenaient la même puissance qu'au décollage, l'avion dépasserait le mur du son. Et cela ne fait pas partie du plan. Ce petit trou à l'arrière des gouvernes des avions fait partie du bloc d'alimentation auxiliaire. Il sert à produire l'énergie nécessaire à l'avion, à ses lumières, à ses contrôles de navigation, au chauffage et à l'air conditionné. Ce bloc d'alimentation s'active quand l'avion est sur la piste de décollage. Ce n'est pas la source principale d'énergie dans les avions. Une fois que les moteurs sont allumés, le bloc d'alimentation se désactive. Il s'active ensuite au moment de l'atterrissage. Les turbines sont situées sous les ailes de façon à ce que la maintenance des engins soit plus rapide, moins chère et plus simple. Avant, elles étaient placées sur les gouvernes, mais cela demandait des équipements plus chers et beaucoup plus de temps pour les réparations. Quand on a commencé à placer les turbines sous les ailes, les prix des billets ont commencé à diminuer. Sur la plupart des avions, si tu es assis devant les sorties de sécurité, tu dois soulever le cache-hublot au lieu de le baisser, contrairement à tous les autres cache-hublots des autres rangées. C'est une question de sécurité. La sortie de sécurité sur l'aile est faite pour faire sortir les passagers le plus rapidement possible en cas d'urgence. Sur les avions, certaines portes restent attachées aux charnières et à la carlingue, alors que d'autres se détachent totalement. Mais la poignée d'urgence se situe au-dessus du hublot. Cette poignée est indispensable pour ouvrir la porte. Il y a une autre poignée à l'extérieur de l'avion. Les secours l'utilisent pour ouvrir la porte de leur côté. À cause de cette poignée, il n'y a pas la place pour que le cache-hublot se rétracte au-dessus de la fenêtre. Mais il y a suffisamment de place pour le cache-hublot en dessous de la fenêtre. Tout est clair maintenant. Tu peux soulever l'accoudoir de droite quand tu es assis côté couloir. Le verrouillage se trouve sous l'accoudoir. Ce n'est pas un bouton, mais un petit levier situé vers le dossier du siège. Tu peux lever l'accoudoir pour que les autres passagers s'assoient à leur place. Pareil pour l'accoudoir de gauche quand tu es côté fenêtre. Tu peux le soulever et t'appuyer contre la paroi. N'oublie pas de remettre les accoudoirs dans leur position d'origine pendant le décollage et l'atterrissage. Les avions emploient en général une petite mais puissante remorque à terre dans l'aéroport pour sortir en marche arrière de leurs emplacements de stationnement. Mais ça ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas aller en marche arrière sans assistance. Pour ce faire, ils devraient utiliser la poussée inversée et le courant créé par cette poussée pourrait entraîner des débris dans les moteurs ou causer des dommages aux véhicules à terre, à la porte d'embarquement ou au personnel à terre. De plus, cette manœuvre serait très énergivore et bruyante. Les pilotes d'avion n'ont pas de rétroviseur comme les chauffeurs et ils ne voient pas ce qui se passe à l'arrière. Tu sais maintenant pourquoi cette procédure risquée est interdite dans les aéroports. Les ailes des avions sont lisses afin que l'air circule facilement autour de leur surface et pour réduire la résistance en vol. Mais ces crochets jaunes convexes là, est-ce qu'ils ne réduisent pas l'aérodynamisme ? Ils sont pourtant nécessaires en cas d'urgence. Imagine que ton avion doive effectuer un amérissage d'urgence en pleine mer. L'avion glisse sur la surface de l'eau, les bateaux de secours arrivent pour évacuer les passagers. Avant l'ouverture des portes, les toboggans d'urgence se gonflent.
Les passagers doivent marcher sur l'aile, puis glisser sur le toboggan. Mais la surface des ailes est glissante à cause de l'eau. Afin que personne ne tombe, les stewards installent une corde de sécurité qui part de la porte, va jusqu'au bout de l'aile en passant à travers ses crochets. Pendant l'évacuation, les passagers se tiennent à cette corde comme si c'était une main courante d'escalier. Ils peuvent aussi attacher les bateaux de sauvetage à l'aile avec une corde à travers ses crochets afin que l'eau n'emporte pas les passagers loin de l'avion. Quand les hôtesses de l'air traversent la cabine pendant le vol, elles touchent les étagères au-dessus des sièges. Non, elles ne sont pas en train de vérifier que les compartiments à bagages sont bien fermés. Il y a des poignées cachées en dessous de ces compartiments. Les hôtesses s'y tiennent pour ne pas tomber. C'est assez pratique car elles peuvent ainsi éviter de toucher les dossiers des sièges en dérangeant les passagers pendant qu'elles se déplacent le long de la cabine. Tu as déjà remarqué que parfois la lumière de l'avion clignote avant le décollage ? Pas d'inquiétude, c'est que le pilote a déconnecté l'avion du système énergétique de l'aéroport et il est passé au système de bord. Cette transition rapide peut causer les clignotements. Les passagers montent toujours dans l'avion par la gauche. C'est parce que le commandant est assis de ce côté de la cabine et c'est plus simple pour lui de s'aligner correctement à la passerelle aéroportuaire en ayant la porte de sortie à sa gauche. De plus, le ravitaillement et l'embarquement des bagages se font par la droite. Si les passagers montent du côté gauche, le personnel peut continuer à travailler tranquillement. Tu as peut-être remarqué ces triangles noirs sur les parois au-dessus des sièges. Pour toi, en tant que passager, ils indiquent probablement les sièges qui ont la meilleure vue sur les ailes, d'où tu peux prendre les meilleures photos. Mais figure-toi qu'ils ne sont pas là pour ça. Les membres de l'équipage contrôlent les conditions de l'avion à travers les fenêtres qui se trouvent sous ces indicateurs. Si les ailes gèlent, si les moteurs prennent feu ou si le pilote reçoit un signal de danger, c'est là que l'équipage va aller pour faire un compte-rendu de la situation. Ces sonneries mystérieuses que tu entends pendant le vol sont une sorte de langage secret que l'équipage utilise pour communiquer. La sonnerie que tu entends peu après le décollage informe l'équipage que les trains d'atterrissage sont en train d'être rétractés. Une seule sonnerie pendant le vol indique qu'un des passagers a besoin de l'assistance de l'équipage. Quand ils servent les repas et qu'ils sont à court de boissons, ils peuvent demander à leurs collègues de partager en utilisant la sonnerie aiguë puis grave. 3 sonneries graves à la suite indiquent que l'avion va traverser une zone de turbulence, donc que l'équipage doit attacher ses ceintures. La ceinture de sécurité d'un avion n'a pas précisément la même utilité que la ceinture que tu as dans ta voiture. La ceinture de la voiture te protège des chocs horizontaux. Quand un avion traverse une zone de turbulence, il est secoué de haut en bas. La ceinture au niveau de ta taille t'empêche de te cogner au plafond. La tablette, le fermoir de la ceinture et la poignée de la porte des toilettes sont des nids de bactéries. Les poches sur les sièges ne sont pas mieux. Les passagers y laissent leurs mouchoirs ou leurs lingettes usagées qu'ils ont utilisées pour se moucher ou pour tousser. Ce sont aussi des récipients pour d'autres types de déchets. Même si ces déchets sont jetés, les bactéries restent dans leur nid douillet, la poche du siège. Le passager suivant devient leur nouvelle cible. L'extrême chaleur est l'une des conditions météo susceptibles d'empêcher un avion de voler. L'avion vole en générant de la portance avec ses ailes. L'air sous les ailes soulève l'appareil. Avec une chaleur extrême, un avion ne peut pas générer suffisamment de portance. L'air chaud se dilate et devient moins dense que l'air froid. Cette diminution de la portance fait que l'avion aura beaucoup de difficultés à décoller et à voler. L'appareillage électronique ne répondrait pas aussi bien en cas d'extrême chaleur et d'humidité, et le système de climatisation pourrait céder. Les jets de petite taille peuvent voler à des températures de plus de 48 degrés. Les Airbus et les Boeing plus grands fonctionnent mieux au-dessous des 52 degrés. Tu es en train de dîner dans un restaurant chic avec une assiette pleine de soupe à l'oignon suivie d'un fondant au chocolat. Le serveur s'approche pour te demander comment était ton repas et, la bouche pleine, tu affiches une expression satisfaite et tu fais le geste que tout va bien. Tu t'attends à voir de la joie sur le visage du serveur, mais il te regarde avec une profonde irritation. Il se trouve que dans certains pays, faire un cercle avec ton index et un pouce ne veut pas forcément dire « OK ». Cela peut aussi signifier 0 ou sans valeur. Au lieu de faire l'éloge de la nourriture, tu viens de dire qu'elle ne valait rien. Oups! Au Venezuela, en Turquie et au Brésil, c'est un geste de la main que tu ne devrais pas utiliser. Dans ces pays, c'est un signe qui offensera à peu près tous ceux à qui tu le montreras. Montre-leur simplement ton plus grand sourire et attends d'avoir fini ceux que tu as dans ta bouche pour les remercier correctement.
Dans le monde entier, faire le signe du pouce en l'air est considéré comme positif. C'est l'expression de ta sympathie envers quelque chose ou le signe que tout va bien de façon générale. Dans certaines parties de l'Italie, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Iran et de la Grèce, cependant, il est considéré comme un geste incroyablement offensant. En Malaisie, on utilise ce doigt pour montrer des objets ou des personnes. Alors la prochaine fois que tu essaieras de faire de l'autostop dans ces pays, tu devras reconsidérer le fait de mettre ton pouce en l'air. Tu pourrais ne jamais être pris. Faire à quelqu'un le symbole de paix en forme de V est sans conséquence au Royaume-Uni, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, tant que ta main n'est pas à l'envers. Dans ce cas, ce symbole peut être très offensant et tu ne vas pas te faire beaucoup d'amis. Alors assure-toi que lorsque tu as ton index et ton majeur pointés vers le haut en forme de V, ta paume soit tournée vers l'extérieur et tu ne devrais pas t'attirer de problème. S'incliner en avant est très courant dans les cultures d'Asie orientale pour se saluer et accueillir des invités ou des clients. Plus l'inclinaison est basse, plus on te respecte. Heureusement, la plupart des Japonais ne s'attendent pas à ce que les étrangers comprennent tout de suite l'étiquette liée à la révérence. En général, ils acceptent aussi une poignée de main ou un signe de tête. Mais le fait de te familiariser et de t'entraîner à te pencher avant d'aller au Japon impressionnera tous les habitants. Jusqu'où penses-tu pouvoir descendre ? Utiliser ton index peut être considéré comme malpoli dans plusieurs pays européens, latino-américains et africains. Mais pointer du doigt est particulièrement mal vu en Chine, au Japon et en Indonésie. Ce geste peut être compris comme une accusation ou une insulte. Si tu demandes ton chemin aux Philippines, tu risques de te gratter la tête en te demandant où ils veulent en venir. C'est normal, les locaux utilisent leurs lèvres au lieu de leurs mains. En cas de doute, où que tu sois dans le monde, fais simplement un geste vers une personne ou un lieu en utilisant toute ta main. Tu pourrais penser que lever le petit doigt te donne l'air chic, mais en Chine, c'est très mal vu. Ce geste équivaut à mettre le pouce vers le bas et exprime ton insatisfaction. Lorsque tu prends des photos avec d'autres personnes, sois respectueux et ne fais pas de gestes obscènes avec tes mains. 2 gestes à éviter, en particulier, sont de lever ton petit doigt et de pointer quelque chose avec un objet sale, comme une fourchette ou une baguette utilisée. Il est certes amusant de manger avec des baguettes, mais tu peux offenser quelqu'un sans le vouloir si tu les poses dans le mauvais sens. Lorsque tu es en Chine, en Corée du Sud ou au Japon, ne fais pas l'erreur de planter tes baguettes à la verticale dans un bol de riz. Cela porte malheur. Si tu dois poser tes baguettes, place-les simplement sur le côté ou en travers du bol. De même, lorsque tu es à table en Corée du Sud ou en Chine, ne demande pas à quelqu'un de te passer un plat. Dans ces pays, tu dois être proactif et attraper la nourriture que tu désires. Et tu ne vas offenser personne si tu prends la dernière bouchée. Dans certains pays, il est acceptable de se moucher pendant le repas. Nous ne sommes pas toujours préparés à ce chatouillement soudain du nez. Mais tant que tu t'excuses et que tu te détournes, tout va bien. Sauf si tu te trouves en vacances au Japon, en Chine ou en Corée du Sud, où les piments peuvent faire couler ton nez très rapidement. Ne te mouche jamais en public. Si tu dois te dégager les narines, pense à quitter la table et à te moucher dans les toilettes ou à te cacher de tout observateur en restant silencieux. C'est considéré comme impoli et peu hygiénique pour les personnes qui t'entourent. Utilise toujours un mouchoir en papier et non en tissu et jette-le après usage. Les Fidji sont l'une des plus belles destinations du monde, regorgeant de plages magnifiques et de locaux avenants. En passant tes vacances sur cette île, ne sois pas surpris. Tu rencontreras sûrement quelques Fidjiens qui voudront te serrer la main pendant très longtemps. En effet, il est de coutume de se tenir la main pendant toute la durée de l'échange de vos salutations. Veille à ne pas la retirer trop rapidement. Il est considéré comme très impoli de mettre fin à une poignée de main brusquement. Si tu es en Inde, joins tes mains devant toi au lieu de serrer la main d'une personne. En faisant ce geste de prière avec tes mains, incline légèrement la tête vers le bas et salue la personne d'un simple namasté. Les mains près de ta poitrine. Croiser les bras ne signifie rien dans la plupart des pays. Peut-être que tu as froid, que tu t'ennuies ou que c'est simplement plus confortable. Mais en Finlande, cela risque d'envoyer le mauvais message. Avoir les bras croisés signifie un manque de respect majeur. Les Finlandais voient cela comme un signe d'arrogance et de défi. C'est surtout pour dire aux gens qui t'entourent que tu cherches les ennuis. Aïe! Ce langage corporel sera pris comme un défi, donc tu seras probablement mal vu si tu le fais. Plus précisément, évite de croiser les bras directement en face de quelqu'un. Tu ne voudrais pas causer de problème si tu es en voyage là-bas. En Russie, il peut être tentant de serrer la main d'une personne dès que tu la rencontres. Mais si tu te trouves dans l'embrasure d'une porte, tu peux oublier. Ce n'est pas la fin du monde si tu négliges cette règle simple, mais certains Russes considèrent que cela porte malheur. Franchis entièrement le seuil de la porte avant de tendre la main pour saluer quelqu'un. Cela vaut pour les restaurants, les maisons, les magasins et à peu près tout ce qui peut avoir une porte.
Évite cette simple erreur et tu t'épargneras des ennuis et beaucoup de malchance. La tête est la partie la plus sacrée du corps en Thaïlande, de sorte que tapoter quelqu'un sur la tête peut être considéré comme une grave offense. En Occident, tapoter ou ébouriffer les cheveux de quelqu'un est plutôt un signe d'affection ou d'encouragement. Mais en Thaïlande, il est préférable de garder tes mains loin de la tête des autres pour éviter de leur manquer de respect ou de les faire se sentir impurs. Il est également sage de ne pas montrer quelque chose avec tes orteils, car les pieds sont considérés comme la partie la plus sale du corps. En voyage, la dernière chose que tu veux faire est d'insulter les locaux. Regarder sa montre au milieu d'une conversation peut être considéré comme extrêmement impoli au Moyen-Orient. On croira que tu es pressé de t'éloigner de la personne à qui tu parles. Même si tu as un rendez-vous pour quelque chose, tu ne veux pas être impoli. Laisse la conversation suivre son cours naturel avant de consulter l'heure. Dans la culture arabe, une fois que la conversation a commencé, elle doit prendre son temps. Ne l'oublie pas. En Grèce, ne fais jamais le geste stop avec la paume et les doigts levés. Tu risques de ne pas aimer la réaction des habitants. Ce geste est une énorme insulte pour les Grecs, un stigmate qui remonte à l'époque byzantine. De même, en Corée du Sud, ne haile pas un taxi et ne fais pas signe à quelqu'un de s'approcher avec ta paume tournée vers le haut. Si tu le fais, tu risques d'attendre longtemps. Agiter ta main comme ça est la façon dont les Coréens appellent leurs chiens. La façon correcte de faire signe à quelqu'un est de tendre le bras en ayant la paume tournée vers le bas et en bougeant la main de haut en bas verticalement. Ce n'est pas la seule chose à garder à l'esprit en Corée du Sud. Si une personne plus âgée que toi t'offre un verre, la règle est de le recevoir avec les deux mains, puis de détourner la tête en prenant ta première gorgée. C'est une preuve de respect, or respecter ses aînés est pris très au sérieux en Corée du Sud. Lorsqu'il fait trop froid dehors, les avions sont souvent retardés ou, dans des cas extrêmes, carrément annulés. Tout d'abord, s'il neige abondamment, cela réduit considérablement la visibilité, ce qui rend le roulage et le décollage dangereux. Pendant un blizzard, le contrôle aérien peut ordonner à l'avion de rester au sol et d'attendre que la tempête se calme. La glace sur la piste est un autre problème. Le train d'atterrissage d'un avion n'a rien à voir avec les roues d'une voiture et il ne peut pas être équipé de crampons pour éviter qu'il ne dérape. Et même si c'était possible, un avion doit développer une vitesse au sol bien plus élevée qu'une voiture pour décoller avec succès. Si la piste est verglacée, l'avion peut facilement glisser. Cela s'est d'ailleurs déjà produit dans l'histoire. En janvier 2014, l'aéroport JFK de New York a été fermé après qu'un avion a dérapé de la piste et s'est retrouvé dans la neige. Heureusement, personne n'a été blessé, mais le personnel de l'aéroport a dû extraire l'avion de la neige et même la police s'est jointe aux efforts. Même histoire pour l'atterrissage, qui est encore plus délicat dans des conditions de gel, car un avion se trouve dans un environnement beaucoup moins contrôlé et voyage à des vitesses encore plus grandes. De plus, alors qu'un avion sur le point de décoller et qui dérape finira probablement par s'immobiliser dans une zone ouverte, celui qui est sur le point d'atterrir pourrait finir par s'écraser sur les infrastructures de l'aéroport. Inutile de dire que c'est beaucoup plus dangereux pour tout le monde. Des conditions météo froides peuvent aussi provoquer la formation de givre et de plaques de glace sur l'avion lui-même. Les avions sont soigneusement conçus et toute altération de leur structure peut causer d'énormes problèmes. Comme le disent les pilotes expérimentés, même une fine croûte de glace sur les ailes d'un avion peut perturber leur conception délicate et détruire la portance. Les avions peuvent cependant être dégivrés. Le personnel de l'aéroport les asperge généralement d'une solution spéciale qui empêche la glace de s'accumuler sur la surface de l'engin. Mais revenons à la piste. Si elle est couverte de glace, tu ne peux pas faire grand-chose. À moins que le soleil ne brille, les chances d'enlever la glace de la chaussée en toute sécurité sont presque nulles. Il y a aussi le risque d'endommager la piste, de faire des nids de poules, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité pour le décollage et l'atterrissage. Imagine que tu passes sur un nid de poule en voiture à pleine vitesse. C'est plutôt désagréable. Et maintenant, multiplie ça par 1000, car un avion est beaucoup plus lourd qu'une voiture. Et n'oublie pas que le train d'atterrissage n'est pas aussi maniable qu'une roue. Le kérosène et le système de pompage peuvent aussi geler si la température est trop basse. Le carburant gèle à moins 40 degrés Celsius, mais cela ne peut se produire qu'au vol avant le décollage. À une altitude de croisière, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 57 degrés Celsius. Mais comme le liquide est à l'intérieur de l'avion et qu'il se consume régulièrement, il y fait beaucoup plus chaud. Au sol, cependant, rien n'empêche le carburant de se transformer en glace. Si cela se produit, aucun décollage n'est possible, évidemment. Il en va de même pour le système de pompage.
Même si le carburant est encore liquide, la pompe peut se couvrir de glace et cesser tout simplement de délivrer le carburant dans les réservoirs de l'avion. Dans le pire des cas, elle peut même tomber en panne, ce qui entraîne des réparations importantes et des retards prolongés. Enfin, les équipes au sol doivent faire un gros travail avant le décollage ou l'atterrissage, et ces personnes ne peuvent pas supporter le froid glacial trop longtemps. Ce problème est souvent résolu par le tag teaming. Un groupe de travailleurs part sur le terrain pour faire le travail, tandis que l'autre les attend dans un abri. Au bout d'une vingtaine de minutes, le premier groupe revient se réchauffer et le second reprend le travail là où le premier l'a laissé. Bien que cette méthode soit efficace, elle ralentit quand même beaucoup les opérations, ce qui peut aussi causer des retards. Mais malgré tous les problèmes que le temps glacial peut causer, il est en fait plus bénéfique pour un avion que la chaleur extrême. L'air froid est plus dense que l'air chaud, donc les avions gagnent plus de portance et restent plus sûrs dans les airs. Ils sont aussi plus faciles à contrôler en vol. Les molécules d'air sont plus lentes et plus proches les unes des autres, ce qui crée un flux d'air régulier autour des ailes et du cockpit. À haute altitude, l'air devient naturellement plus fin car les molécules d'air se dispersent et se font plus rares. C'est exactement la raison pour laquelle les avions ne peuvent pas atteindre les couches supérieures de l'atmosphère. Il n'y a tout simplement pas assez d'air pour créer une portance suffisante. La même chose se produit lorsqu'il fait trop chaud au sol. Les molécules d'air deviennent plus rapides et se dispersent, ce qui signifie que les ailes de l'avion n'ont pas autant d'air à pousser pour voler. Pour décoller dans une chaleur extrême, un avion doit se déplacer beaucoup plus rapidement pour générer suffisamment de résistance à l'air et de portance. Mais pour se déplacer plus rapidement, il a besoin que ses moteurs fonctionnent mieux et c'est également impossible lorsqu'il fait trop chaud. Lorsque l'air devient plus fin, la quantité d'oxygène diminue aussi. Et les moteurs à réaction utilisent l'oxygène de l'atmosphère pour la combustion. Lorsqu'ils manquent de cet élément crucial, ils ne peuvent pas convertir suffisamment d'énergie en poussée, ce qui signifie une accélération plus lente et un rendement énergétique globalement moins bon. Le problème est donc que l'avion doit avoir une plus grande distance de piste pour accumuler suffisamment de vitesse et de portance pour décoller. Mais il ne peut pas le faire parce que ses moteurs ne fonctionnent pas au mieux de leur capacité. Cela ne cause généralement pas de problème, mais seulement jusqu'à un certain point. Lorsque la température au niveau du sol atteint environ 49 degrés Celsius, certains vols peuvent être annulés, car il est tout simplement dangereux pour eux d'essayer de décoller. D'autres avions sont plus résistants à la chaleur et plus puissants, mais cela dépend aussi du degré de chaleur. Certains avions doivent même réduire leur poids en retirant une partie de leur carburant, de leur cargaison ou même de leurs passagers lorsqu'il fait trop chaud. Une charge plus légère signifie une meilleure accélération avant le décollage et permet d'éviter les annulations. Mais cela signifie aussi que les avions ne fonctionnent pas au maximum de leur capacité. L'altitude de croisière moyenne d'un avion est d'environ 35 000 pieds, soit presque 10 700 mètres. Techniquement, ils n'ont pas besoin de voler aussi haut, mais cette altitude donne la meilleure vitesse et la meilleure efficacité. L'air devient plus fin à haute altitude, ce qui signifie moins de résistance au vent, mais moins de portance. Pour la plupart des avions commerciaux, la zone entre 30 000 et 40 000 pieds est la fourchette idéale dans laquelle les deux facteurs s'équilibrent. Tu n'utilises probablement pas un ordinateur portable datant de 1999 et ton ordinateur ne vole pas à une vitesse proche de celle du son. Heureusement, les avions ont une durée de vie beaucoup plus longue que les ordinateurs. Il y a des avions de ligne du début des années 70 qui sont encore en parfait état. Ils ne sont peut-être pas à la pointe en termes de vitesse et d'efficacité énergétique, mais les vieux avions ne sont pas moins sûrs que leurs homologues modernes. Les contrails, ces traînées blanches que les avions laissent souvent derrière eux à haute altitude, sont facilement confondus avec les gaz d'échappement des moteurs, mais la plupart ne sont rien d'autre que de la vapeur d'eau. Pendant un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée avec les gaz d'échappement. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais et sec que l'on trouve à haute altitude, ce qui donne lieu à de longues et fines lignes de vapeur. L'humidité détermine quand les traînées de condensation se forment et combien de temps elles restent visibles. Tu as déjà remarqué ces chiffres au bout de la piste d'atterrissage? Ils servent en fait à montrer aux pilotes dans quelle direction l'avion est orienté. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite ou à gauche. Les lumières au bout des ailes d'un avion sont appelées feux de position ou feux de navigation, et elles sont utilisées pendant les périodes de visibilité réduite. Elles permettent de voir les avions dans l'obscurité et peuvent aussi indiquer aux pilotes la direction dans laquelle l'avion se déplace. Le feu rouge marque l'extrémité de l'aile gauche, tandis que le feu vert se trouve à droite.
La troisième lumière est blanche et se trouve sur ou près de la queue. Il peut sembler étrange que le personnel navigant se soucie de savoir si les stores des hublots sont relevés ou baissés, mais la raison principale est que les yeux des passagers peuvent s'adapter à la lumière extérieure. La plupart du temps, il s'agit simplement de faire monter et descendre les gens rapidement, mais en cas d'urgence, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que les gens s'arrêtent pour adapter leur vue avant d'évacuer l'avion. Les hôtels sont des lieux de passage très fréquentés. Pourtant, la propreté n'y est pas forcément une priorité. Il peut y avoir des punaises des lits et d'autres parasites qu'on ne remarque que lorsqu'il est déjà trop tard. Voici l'astuce. Quand tu arrives à l'hôtel et tu entres dans ta chambre, ne te précipite pas pour ouvrir tes valises et mettre tous tes vêtements dans les armoires ou sur le lit. Il vaut mieux d'abord laisser ses bagages dans la baignoire et examiner la chambre à la recherche d'éventuels parasites. Il faut contrôler tous les tapis, les tissus d'ameublement, coussins et toute autre surface qui attirerait ces petites bêtes. Une fois que l'enquête a été menée, on peut défaire ses valises. La baignoire est le meilleur endroit pour protéger ses affaires, parce que les insectes ne peuvent pas y survivre. Donc impossible qu'ils infestent tes bagages pendant que tu ne fais pas attention. D'ailleurs, il vaudrait mieux que tu te débarrasses de cette couette. Les draps ont beau être lavés régulièrement, ce n'est pas le cas des couettes. Dans certains hôtels, elles sont lavées une fois par semaine, et encore. Mais dans d'autres, elles ne sont pas lavées du tout. Pareil pour la literie. Les hôtels chics changent les draps tous les jours, mais beaucoup d'hôtels à petit prix ne changent ni les oreillers ni les draps lorsqu'un autre s'en va. Il vaut mieux demander des housses d'oreiller propres dès son arrivée. Il vaut mieux aussi ne pas boire dans le verre de la salle de bain, car la plupart ne sont pas correctement lavés. Le personnel utilise parfois du désinfectant ou du nettoyant pour faire briller les verres. Tu t'es déjà demandé pourquoi ils n'utilisaient pas de drap housse dans les hôtels? C'est pratique pour la maison, mais pas vraiment pour les structures hôtelières. Les draps sont changés beaucoup plus souvent qu'à la maison et l'élastique s'use beaucoup trop vite. C'est aussi une galère de ranger les draps housses. Il faut toujours en avoir plusieurs de tailles différentes. Il est donc plus pratique d'utiliser 2 draps simples pour les lits doubles. En parlant de draps, tu as sûrement remarqué que dans les hôtels, la literie et les serviettes sont presque toujours blanches. C'est tout d'abord une question pratique. On peut tout laver ensemble et ajouter de l'eau de javel au cas où pour se débarrasser des taches. Mais c'est aussi une question de confort pour les usagers. Selon une enquête réalisée auprès de la clientèle des hôtels, le blanc est perçu comme une couleur fraîche et luxueuse qui rend le séjour plus agréable. Si une chambre d'hôtel semble avoir un prix trop modique, il faut se méfier. Il se peut que le tarif ne comprenne pas les frais de service. Si on paye sa chambre à l'avance, on paye tous les frais de séjour, à savoir le prix initial de la chambre au moment de la réservation et tous les frais supplémentaires, comme les frais de service. En décidant de payer à l'hôtel en fin de séjour, on peut faire face à des frais inattendus. Il vaut mieux bien lire l'addition. Tu as peut-être remarqué que dans certains hôtels, il y avait un téléphone dans la salle de bain juste à côté des toilettes. Ça peut paraître bizarre, mais c'est obligatoire pour les hôtels qui ont reçu 4 étoiles aux États-Unis. Et puis, finalement, ce n'est pas si absurde. Imagine que tu glisses et que tu tombes dans la salle de bain. Avoir un téléphone à portée de main pour appeler de l'aide, ce n'est pas si mal. Toujours concernant les salles de bain, il n'y a généralement pas de ventouse pour WC. C'est pour donner l'impression aux hôtes qu'ils sont les premiers à mettre les pieds dans cette chambre. C'est une question de confort et c'est la priorité de tout hôtel qui se respecte. Selon des sondages anonymes, la présence d'une ventouse pour toilette donne l'impression qu'elle pourrait mal fonctionner et ça ne donne pas une très bonne image. Si les clés des chambres sont des cartes magnétiques, il ne faut pas les ranger à proximité de ton portable ou de ton portefeuille. Le problème, c'est que les cartes clés sont conçues pour être reconfigurées régulièrement de façon simple et rapide. Donc n'importe quel aimant un peu puissant, comme celui de ton téléphone, peut démagnétiser la carte de sorte que tu ne pourras plus ouvrir la porte de ta chambre. L'hôtel te donnera certainement une nouvelle carte, mais ça reste embêtant. Certains hôtels n'acceptent que la carte de crédit comme moyen de paiement. Sans carte de crédit, impossible de réserver une chambre ou de payer les services sur place. Réserver une chambre n'est que la première étape du séjour à l'hôtel. On peut profiter de services comme le mini-bar qui seront facturés en fin de séjour. Si on n'a pas assez d'argent pour payer la facture sur sa carte de débit,
L'hôtel n'a pas d'autre solution que d'entamer des poursuites judiciaires, alors que si on paye avec une carte de crédit, tous les frais supplémentaires sont pris en charge par la banque et tout le monde est content. Les horaires d'arrivée et de départ des hôtels ne sont pas faits pour embêter les clients. Ils permettent aux hôtes de ne pas se croiser. Ils laissent aussi le temps au personnel de nettoyer la chambre et de la préparer en vue du prochain arrivant. L'heure de départ est généralement prévue entre 11h du matin et midi, pour une question de confort. On peut prendre son petit déjeuner et se préparer tranquillement au départ. Dans certains hôtels, il n'y a pas de prise électrique à côté du lit. C'est un peu nul, non? Tout est une question de date. De nombreux hôtels ont été construits avant l'invention de la démocratisation des portables. À l'époque, il n'y avait pas tant besoin de prise à côté du lit. De nombreux hôtels ne se sont pas encore mis à jour. Le meilleur moyen d'éviter ce problème, c'est de séjourner dans un hôtel relativement récent. Lorsque tu te présentes à l'accueil d'un hôtel, il se peut que le personnel te reconnaisse. Il n'est pas rare, surtout dans les structures de haut standing, que le personnel fasse quelques recherches au sujet de leur hôte sur les réseaux sociaux. Ça paraît un peu étrange, mais c'est une bonne façon d'en savoir plus sur son compte et de te permettre d'être plus à ton aise. À l'enregistrement, tu recevras une clé qui va reprogrammer la serrure et rendre toutes les autres clés existantes inutilisables. Il est important d'être courtois avec le personnel si on veut éviter les farces. Les hôtes mal élevés ont parfois droit à 2 clés initiales qui vont reprogrammer à chaque fois la serrure. Il devient impossible d'ouvrir la porte. Le dentifrice est de plus en plus rare dans les salles de bain de chambres d'hôtel. C'est un produit trop cher pour les hôtels à petit budget parce qu'il est considéré comme un produit médical. Pour les hôtels de luxe, c'est le problème opposé. Ils n'arrivent pas à trouver de marque de dentifrice assez chic pour l'offrir à leurs clients. Le personnel de ménage nettoie régulièrement les chambres, mais ne désinfecte pas souvent les objets les plus petits. Les téléphones et les télécommandes sont les objets les plus sales des chambres d'hôtel. Il vaut mieux les stériliser soi-même avec du désinfectant et une lingette. Le coffre-fort n'est pas forcément le meilleur endroit où ranger ces objets de valeur. Les coffres-forts des hôtels sont généralement des coffres à code et il est très probable que quelqu'un en ait connaissance. Qui sait qui d'autre peut avoir accès à cette information? La surréservation est une pratique courante dans les hôtels puisque la moyenne quotidienne des clients qui ne se présentent pas s'élève à près de 10%. Il se peut donc que ta réservation ne soit pas prise en compte. S'il n'y a pas de chambre disponible à ton arrivée, il n'est pas exclu que l'hôtel te paye une autre chambre dans une structure semblable des environs. Les gens laissent tout et n'importe quoi dans les chambres d'hôtel. Au Portugal, un employé a trouvé un requin qui avait été abandonné là. Le pauvre animal a été transféré dans son habitat naturel en toute sécurité. La plupart, voire la totalité des hôtels choisissent des revêtements en moquette et il y a une très bonne raison à cela. Tout d'abord, c'est une question de sécurité. Il y a moins de chances de glisser et de tomber sur de la moquette que sur du parquet ou du carrelage. De plus, c'est également économique. Il est plus facile de changer une moquette abîmée que de refaire tout le plancher. La moquette est aussi un bon moyen d'insonoriser une pièce et ce n'est pas si mal quand on a des voisins trop turbulents. Tu t'es déjà demandé ce qu'était un petit déjeuner continental et pourquoi on l'appelle comme ça? Le nom vient du Royaume-Uni, qui est un ensemble d'îles, et il désigne le petit déjeuner qui est servi en Europe continentale. Il peut être composé de viennoiseries, de différents types de tartines, de viande, de fromage, de jus de fruits et de... C'est ton premier voyage en Égypte. Et tes nouveaux amis t'ont invité à déjeuner. La nourriture te semble un peu fade, alors tu décides de la relever un peu avec du sel et du poivre. Comme il n'y en a pas sur la table, tu en demandes à l'hôte et tu remarques que tout le monde est scandalisé. Il s'avère que c'est une grande insulte pour le cuisinier lorsque quelqu'un veut changer le goût original du plat qui se trouve dans son assiette. Le cuisinier l'a fait ainsi pour une bonne raison et vouloir la modifier revient à montrer que le plat n'était pas assez bon. Au Japon, les serveurs, les chauffeurs de taxi et les employés d'hôtel ne reçoivent pas de pourboire, alors que dans le reste du monde, on est habitué à le faire par gentillesse. Ils peuvent se sentir offensés parce qu'ils sont déjà payés pour fournir un service parfait et qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'argent pour l'améliorer. Si on veut vraiment montrer sa reconnaissance, il suffit de dire merci.
On peut cependant donner un pourboire aux guides privés, aux compagnies touristiques et aux interprètes. Le montant qui te semble approprié peut être mis dans une enveloppe et remis à l'interprète. Si on veut impressionner ses nouveaux amis ou collègues japonais, il faut prendre le temps d'étudier le protocole qui régit l'usage des baguettes. Dès que tu auras maîtrisé l'art de les tenir, n'oublie pas de ne pas les frotter l'une contre l'autre. Les gens le font pour éliminer les échardes, mais cela peut donner l'impression que tu n'es pas satisfait de la qualité des baguettes que ton hôte t'a fournies. Ne les place pas non plus à la verticale dans ton bol de riz, car cela pourrait être perçu comme une offrande aux défunts. N'agite pas tes baguettes en l'air et ne les utilise pas pour pointer du doigt, car ces deux gestes sont considérés comme extrêmement grossiers. De même, il est interdit de déplacer des objets avec elles ou la main qui les tient. C'est un manque de respect et on risque de renverser des choses. En Italie, ne commande pas de cappuccino au-delà de midi. Les locaux ne le font pas car ils pensent que le lait et la mousse font de cette boisson un vrai repas, ce qui n'est pas bon pour la digestion. Par ailleurs, il faut déguster son café debout au bar et le payer avant même de l'avoir commandé. Il faut d'abord payer à la caisse, puis montrer le reçu au serveur pour obtenir sa boisson. Fan de chewing-gum? À Singapour, ça ne va pas être de tout repos pour toi. L'utilisation, la vente et l'importation de chewing-gum y sont interdites et tu devrais payer jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour avoir manipulé du chewing-gum. Cette loi a été introduite dans les années 1990 pour rendre la ville plus propre et faire que les trains rapides locaux arrivent à l'heure. Au moment du lancement d'un nouveau système de transport en commun, des passagers ont collé des chewing-gums sur les capteurs des portes des trains, ce qui a entraîné de sérieux retards. Les nouvelles règles ont permis de résoudre ce problème. La politique pas de chewing-gum, ainsi que de nombreuses autres règles strictes, ont contribué à faire de Singapour une ville vraiment propre et agréable. Si tu ne peux absolument pas imaginer ta vie sans mâcher, les autorités locales recommandent de remplacer le chewing-gum par des bananes. En Bolivie, lorsque quelqu'un te demande de lui passer quelque chose comme du sel à table, ne lui donne pas directement. Donne-le à la personne assise à côté de toi et elle le passera. Si la personne à côté de toi te fait cette demande, tu ne peux toujours pas lui tendre directement. Un voisin de table devra t'aider. Cette coutume vient d'une superstition selon laquelle remettre quelque chose à quelqu'un directement dans ses mains porte malheur. Pour les mêmes raisons, il est interdit de tendre la main à travers la table ou de se lever pour passer ou lancer quelque chose à quelqu'un. Et n'oublie pas de garder les deux mains sur la table lorsque tu n'es pas en train de manger. On pourrait croire que tu essaies de cacher quelque chose si elles ne sont pas visibles à tout moment. Lorsque tu arrives pour un dîner en Jordanie, tes hôtes peuvent t'offrir un café arabe amer en guise de bienvenue. N'essaie pas de le garder pour la fin du repas. La politesse veut que tu le boives rapidement. Ce n'est que lorsque tout le monde aura fini que les gens se remettront à socialiser. Lorsque tu passes le gobelet vide à tes hôtes, n'oublie pas de secouer le poignet. Si tu ne le fais pas, cela signifie que tu demandes à être resservi. Ne te précipite pas pour arriver à l'heure à un événement au Venezuela. Les gens pourraient penser que tu es impoli ou affamé. La politesse veut que l'on arrive avec 10 à 15 minutes de retard. Les événements prévus à 19h commencent souvent à 20h ou plus tard. Une histoire populaire raconte que dans les années 1980, un journaliste étranger est arrivé à une conférence de presse avec plus d'1 heure de retard. Lorsqu'il a constaté que la salle était presque vide, il est allé s'excuser auprès de l'hôte pour avoir manqué l'événement. L'hôte lui a alors dit qu'il était le premier journaliste à être arrivé. C'est assez étonnant car les horloges de ce pays sont officiellement en avance de 0,9 secondes sur le reste du monde depuis des années. Tu as l'intention de voyager en bus en Irlande prochainement? N'oublie pas de remercier le chauffeur en descendant du bus. Tu constateras que la très grande majorité des habitants le font de manière appuyée, car c'est une règle locale. Choisis bien ton cadeau si tu es invité dans une maison au Vietnam. Il est possible d'apporter des fruits, des sucreries ou de l'encens. Les mouchoirs sont considérés comme le symbole d'un triste adieu, et les couteaux sont le signe de relations interrompues. N'en apporte donc jamais. Emballe ton cadeau dans du papier coloré et évite toujours le noir. Les habitants de la région estiment que cette couleur est de mauvais augure. Lorsque tu présentes ton cadeau, tiens-le à 2 mains. Ne sois pas surpris que tes hôtes ne l'ouvrent pas tout de suite. L'ouverture se fait après le départ du donateur. En Inde, ne laisse rien dans ton assiette. C'est un signe de manque de respect pour la nourriture qui t'a été servie.
La nourriture est considérée comme sacrée dans ce pays, ce qui contrarierait beaucoup tes hôtes. Donc lave et sèche tes mains avant de commencer le repas. N'oublie pas de féliciter le cuisinier et attends que le plus âgé se lève avant de quitter la table. Dans le sud de l'Inde, il est courant de servir la nourriture sur une feuille de bananier. Il faut la plier par le haut quand on a terminé le repas. La replier par le bas signifie que l'on n'est pas satisfait de ce que l'on a reçu. Au Danemark, il n'est pas question de se vanter de ses réussites. Les Danois considèrent que tout le monde est égal et personne ne parlera donc de sa réussite professionnelle, de ses talents ou d'une quelconque supériorité. Ils attendent la même chose de toi. Si tu cherches un bon sujet de conversation, la grandeur de leur pays est une bonne option pour les Danois. Ils sont vraiment fiers de leur terre et de toutes les merveilles qu'elle recèle. Si tu pars en voyage en Allemagne et que tu as l'intention d'emprunter la célèbre Autobahn, n'oublie pas de faire le plein avant de prendre la route. Il est interdit de s'arrêter, de se garer, de faire demi-tour et de reculer sur cette autoroute ultra rapide. Oui, même si tu dois t'arrêter parce que tu n'as plus d'essence, tu devras payer une amende car tu étais censé mieux planifier les choses. Et bien que l'autobahn n'ait techniquement pas de limite de vitesse, fais attention si tu passes par des zones urbaines comme Francfort, Berlin et Munich ou par des travaux de construction et une circulation dense. Des instructions spéciales concernant la vitesse seront données à ces endroits. Si tu envisages de découvrir Chypre en voiture, désaltère-toi avant de démarrer le véhicule. Il est interdit de boire quoi que ce soit, y compris de l'eau, en conduisant sur l'île. Si tu ne peux pas résister à l'envie de grignoter ou de boire au volant, apprête-toi à payer une amende. En Éthiopie, il faut réfléchir à 2 fois avant de choisir un cadeau pour quelqu'un. Ils considèrent cela comme une dette qu'ils devront rembourser par la suite. Ainsi, si tu apportes quelque chose de très cher, le destinataire devra soit dépenser beaucoup d'argent pour un cadeau de retour, soit se sentir redevable envers toi. Les stewards et les hôtesses de l'air sont formés pour remarquer certaines choses assez importantes au sujet de chaque passager, une fois qu'ils montent à bord de l'avion. Vous êtes curieux de savoir lesquels? Tout d'abord, ils accordent une importance primordiale à la sécurité. Donc, si vous respectez les règles et prêtez bien attention à la démonstration de sécurité, vous êtes déjà bien parti avec eux. Mais ne vous inquiétez pas. Ils ne cherchent pas seulement les gens qui suivent toutes les règles. Ils veulent également s'assurer que vous soyez à l'aise et que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour profiter du vol. La première chose qu'ils remarquent immédiatement, c'est la quantité de bagages que vous transportez. Si vous avez du mal à placer un sac lourd dans le coffre à bagages, ils vous aideront probablement. Et si vous faites partie de ces personnes qui insistent pour apporter un énorme bagage à main qui rentre à peine dans le coffre, ils pourraient s'assurer discrètement que vous ne violez aucune limite en termes de poids ou de taille. En parlant de bagages, les hôtesses peuvent en apprendre long sur vous à partir de votre valise. Si elle est recouverte d'autocollants de destination exotique, elle pourrait supposer que vous êtes un voyageur aguerri qui connaît bien les aéroports. Mais si c'est un vieux sac usé maintenu ensemble avec du ruban adhésif, elle pourrait se demander si vous êtes un néophyte en matière de vol ou simplement quelqu'un qui ne se soucie pas beaucoup de son apparence. Bien sûr, l'une des choses les plus importantes que les hôtesses de l'air remarquent chez vous est la façon dont vous les traitez, ainsi que vos compagnons de voyage. Si vous êtes chaleureux, poli et respectueux, elles feront tout leur possible pour rendre votre vol aussi agréable que possible. Mais si vous êtes impoli, exigeant, ou si vous tapez un scandale lorsque les choses ne vont pas dans votre sens, elles ne seront peut-être pas aussi enclines à vous aider. Voire pire encore, le personnel de bord jette toujours un coup d'œil discret à ce que vous portez aux pieds également. Ce n'est pas parce qu'ils soient tous secrètement obsédés par les chaussures. C'est en fait pour votre sécurité. On examine vos baskets pour voir si vous pouvez courir vite et facilement en cas d'urgence. Si vous prévoyez d'embarquer en avion, vous voudrez peut-être y réfléchir à 2 fois avant de mettre vos talons hauts, à moins que vous ne vouliez vraiment qu'on vous ordonne de les enlever en cas d'urgence. En parlant d'urgence, les hôtesses de l'air aiment aussi vérifier si vous êtes en forme ou non. Elles font cela au cas où elles auraient besoin d'une aide physique en cas d'événement imprévu. Ah, et si vous êtes médecin, n'hésitez pas à le faire savoir au personnel de bord. Vous pourriez bien sauver des vies aujourd'hui. Parlons maintenant de nourriture et de boissons, mon sujet préféré. Les stewards et les hôtesses de l'air sont toujours heureux de vous servir. Mais ils remarquent également ce que vous commandez. Si vous réclamez quelque chose qui n'est pas sur le menu ou demandez une boisson personnalisée compliquée, ils pourraient lever les yeux au ciel. Mais si vous commandez quelque chose de simple et de facile à préparer, comme un verre d'eau ou un sachet de bretzels, ils seront plus qu'heureux de vous satisfaire.
si vous prévoyez de voler avec votre animal de compagnie, assurez-vous de le préparer à recevoir une certaine attention de la part du personnel. Ne vous inquiétez pas. Ils sont juste curieux de votre adorable compagnon. Et s'il s'agit d'un animal aidant, comme un chien d'aveugle, formé et enregistré auprès de la compagnie aérienne à l'avance, il sera prêt à partir. Et si vous avez payé pour que votre animal voyage, assurez-vous qu'il soit à l'aise dans sa cage pour tout le voyage. Les hôtesses de l'air sont également formées pour remarquer tout comportement inhabituel ou potentiel signe de danger. Si quelqu'un semble anxieux ou nerveux, elles garderont un œil ouvert pour s'assurer que tout va bien. Heureusement, certains stewards et hôtesses de l'air sont également ravis de partager quelques secrets qui amélioreront votre prochaine expérience en avion. Par exemple, si vous vous demandez quel est le meilleur moment pour prendre l'avion, il pourrait bien avoir quelques idées. Ainsi, certaines destinations ont de nombreux vols tout au long de la journée. La question est donc, devriez-vous partir le plus tôt ou rester éveillé tard dans la nuit? Il s'avère que le meilleur moment est au petit matin. Mais chut, ne le dites à personne ou il pourrait rafler tous ces vols matinaux. Le raisonnement est assez solide, cependant. Le temps est généralement plus clément en matinée, et tout retard de la veille devrait avoir été réglé pendant la nuit. Maintenant, en ce qui concerne les voyages pendant les vacances, voici un autre conseil. Si vous pouvez le faire, donnez-vous un peu de marge de manœuvre. Par exemple, essayez de prendre l'avion un jour avant le début des vacances de Noël, au lieu du 24 décembre au soir. De cette façon, vous serez plus à même de vous adapter et, espérons-le, éviterez tout stress de dernière minute à l'aéroport. Que pouvez-vous faire en cas de retard, vous demandez-vous peut-être? Eh bien, cela peut hélas se produire à tout moment. Et il n'y a pas grand-chose qu'un steward ou une hôtesse de l'air puisse faire à ce sujet. Mais ne vous inquiétez pas, le personnel de bord et les passagers sont dans la même galère. De plus, ne vous fiez pas aux rumeurs. Les hôtesses de l'air ne vous cacheront aucune information. Il n'y a aucun intérêt à cela. Si vous êtes coincé sur un vol retardataire, n'hésitez pas à demander à l'équipe toutes les informations dont vous avez besoin. Et soyez assurés qu'ils feront de leur mieux pour vous obtenir le prochain vol disponible au plus vite. Et quid du décalage horaire? Il est certain que les hôtesses de l'air connaissent les meilleurs remèdes. Si vous sautez d'un fuseau horaire à un autre, la plupart des hôtesses de l'air recommandent de faire une petite sieste à l'arrivée. Mais ne vous installez pas trop confortablement. Restez éveillé jusqu'à la tombée de la nuit pour aider votre horloge biologique à s'adapter. Après tout, vous ne voulez pas somnoler dès votre arrivée. De plus, si vous ne visitez cette destination que pour une courte période, le personnel de bord recommande de rester sur votre fuseau horaire d'origine. Cela pourrait bien vous épargner la peine de vous ajuster à un autre fuseau horaire pour rien. Et n'oubliez pas de vous hydrater, de grignoter des aliments nourrissants et de faire un peu d'exercice pour maintenir votre corps en pleine forme. Nous avons tous vu dans les films ces scènes où le personnage principal bénéficie d'un surclassement surprise, et ce de façon tout à fait inattendue. Aussi tentant qu'il puisse paraître de se voir octroyer un siège luxueux en plein vol, cela n'est généralement possible que depuis le sol, à moins que vous ne soyez un sacré vénard. Il y a une liste et une méthode pour déterminer qui sera surclassé. Parfois, les stewards déplacent les passagers pour que des familles puissent s'asseoir ensemble ou pour corriger une erreur dans la distribution des sièges. Mais une fois que l'avion a décollé, il est assez rare de pouvoir bouger. Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez échanger votre place avec un autre passager pendant le vol? La réponse est oui, c'est tout à fait possible. La plupart des agents de bord l'encouragent, surtout si cela signifie asseoir les familles ensemble. Toutefois, il vaut mieux prévoir tout échange de places avant l'embarquement pour éviter le chaos. De plus, certaines places sont plus recherchées que d'autres, et si des gens ont payé un supplément pour les avoir, il est important de le respecter. Saviez-vous également que les rangées de sortie de secours font parfois vendues comme des places premium? Abordons maintenant une question sérieuse. Les bonnes manières en avion. Alors, qui a droit à l'accoudoir du milieu? C'est un grand débat, mais la plupart des hôtesses de l'air s'accordent à dire que la personne assise dans le siège du milieu mérite de l'avoir. Faisons-leur une petite fleur, ils sont déjà coincés à l'endroit le moins enviable. Maintenant, passons au grand débat sur le store du hublot. Certaines personnes veulent le remonter, d'autres veulent le descendre. Si c'est un vol de nuit, gardez-le fermé. Vous ne voulez pas déranger vos compagnons de voyage avec une lumière inutile. Cependant, si vous survolez l'Himalaya, vous pouvez être certain que les gens voudront jeter un coup d'œil par la fenêtre. Et n'oublions pas que les stores doivent être ouverts à l'arrivée pour des raisons de sécurité. L'équipage doit pouvoir observer l'extérieur en cas d'urgence. Avez-vous déjà été curieux de savoir ce que mangèrent les stewards à bord de l'avion?
Ont-ils la même nourriture que les passagers? Il s'avère qu'ils peuvent avoir les mêmes repas s'ils le souhaitent. Mais ils ne choisissent pas toujours de le faire. Certains préfèrent amener leur propre collation, comme du houmous, des pommes ou du popcorn parce que les options proposées en avion ne leur permettent pas toujours de rester alertes. Ils font également attention à consommer une grande quantité d'eau et évitent les aliments qui pourraient les ballonner. Mais ils s'autorisent à boire du café en avion. Certains membres du personnel de bord apportent même leur propre repas, en raison de leurs besoins diététiques ou pour égayer un peu les vols en période de vacances. On a déjà vu une passagère offrir une boîte de biscuits de Noël à des hôtesses de l'air. Vous imaginez bien qu'elle a eu droit à une attention toute particulière. Le ciel est-il comme un désert? Un avion de ligne peut-il aller plus vite que la vitesse du son? Peut-on réparer un avion avec un morceau de ruban adhésif? Voyons si tes intuitions sont bonnes dans ce super quiz mythe ou réalité sur les avions. N'oublie pas de noter tes bonnes réponses et de partager ton score dans les commentaires. Alors, en voici une première pour toi. Les avions de ligne sont plus économes en carburant que ta voiture. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. Les vols commerciaux sont plus économes en carburant par personne et par kilomètre que les voitures, et ce depuis plus d'une décennie. Des technologies plus avancées et un plus grand nombre de passagers par avion ont permis de réduire la consommation d'énergie des voyages en avion de près de 74%. Quant aux voitures, la baisse n'a été que de 57%. Ok, qu'est-ce que tu penses de ça? Il n'y a pas de rangée 13 dans un avion. Maintenant que j'y réfléchis, je n'ai jamais vu de 13A ni aucune lettre à côté de ce numéro sur une carte d'embarquement. Et toi? C'est vrai, mais seulement en partie. Dans les pays où l'on considère que le nombre 13 porte malheur, il n'existe pas de rangée 13. Mais dans d'autres pays, le numéro manquant sera différent en fonction des superstitions locales. Ouvrir une porte d'avion pendant un vol est un véritable risque pour la sécurité. Cela semble plutôt terrifiant, mais est-ce vrai? Tu peux te détendre, ce n'est qu'un mythe. D'abord, les portes sont verrouillées, mais même si elles ne l'étaient pas, personne ne pourrait ouvrir la porte d'un avion en vol. C'est physiquement impossible. La pression de la cabine ne le permet pas. Lorsqu'un avion est à son altitude de croisière, il est pressurisé. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur est énorme. En d'autres termes, la pression à l'intérieur de la cabine pousse la porte et empêche son ouverture. Encore mieux, les portes d'avion sont dites portes de type bouchon, ce qui veut dire que le bord intérieur est plus large que le bord extérieur. Ainsi, elles fonctionnent comme le bouchon d'une baignoire, bloquant l'ouverture de manière tout à fait sécurisée. Ta peau est plus sèche dans un avion qu'elle ne le serait au milieu du Sahara. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu penses que c'est vrai, tu as tout à fait raison. La cabine d'un avion est pressurisée et l'humidité y est fixée à 20%. À titre de comparaison, dans le désert du Sahara, l'humidité moyenne de l'air est d'environ 25% et ta peau est habituée à au moins 40% d'humidité. C'est pourquoi tu as le nez et la gorge si secs quand tu prends l'avion. Il y a plusieurs années, quelqu'un a posté une photo sur internet qui est devenue virale en un rien de temps. Sur cette image, on voyait le technicien d'une compagnie aérienne. Il semblait réparer un avion avec du ruban adhésif en toile. Alors voici la question, cela peut-il être vrai ou s'agissait-il simplement d'un montage? La réponse n'est pas si simple. Il ne s'agissait pas d'un ruban adhésif ordinaire, donc en partie ce fait est un mythe. Mais il s'agissait bien d'une sorte de ruban adhésif, connu sous le nom de speed tape. Il coûte environ 700 $ par rouleau. C'est un ruban adhésif en aluminium que l'on utilise pour de petites réparations temporaires, en attendant de pouvoir faire de vraies réparations. Est-il vrai que les pilotes évitent le triangle des Bermudes? Après tout, il a si mauvaise réputation. Les navires et les avions semblent disparaître en grand nombre dans cette région. Ce n'est évidemment qu'un mythe. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a aucun danger particulier à survoler le triangle des Bermudes, et des avions traversent cette région tous les jours. Les avions volent en général tout seuls, grâce au système de pilotage automatique qui font tout le travail. Mythe ou vérité? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un mythe très répandu. De nombreuses personnes pensent que les avions sont dotés de mécanismes complètement automatisés qui leur permettent de se piloter tout seuls. Et les pilotes ne seraient là qu'en renfort. Mais en réalité, voler est bien un travail manuel. Il nécessite une attention constante et un équipage compétent. Il y avait autrefois un avion de ligne qui volait 2 fois plus vite que la vitesse du son. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est complètement tiré par les cheveux? Ce fait n'est absolument pas un mythe. Le Concorde pouvait atteindre une vitesse de 2140 km/h. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui est d'environ 1234 km/h.
soit en effet presque 2 fois plus lent que le Concorde. Tu as sûrement déjà entendu parler de ce fait ahurissant. Les avions videraient leurs toilettes en plein vol. C'est complètement fou. Mais est-ce vrai? Heureusement, il ne s'agit que d'un mythe. Il n'y a pas une once de vérité là-dedans. Les toilettes des avions utilisent un système d'aspiration qui déplace le contenu de la cuvette vers un réservoir spécial. Celui-ci est situé dans la partie arrière de l'avion. Et ce réservoir n'est vidé qu'après l'atterrissage. Ah! Voilà une question épineuse. Un avion qui vole vers l'est atteindrait des vitesses plus élevées. Selon toi, la vitesse dépend-elle vraiment de la direction de l'appareil? Et c'est vrai. Cela est rendu possible par les vents de haute altitude, également connus sous le nom de courant jet. Ils soufflent à une vitesse comprise entre 241 et 482 km/h. Et comme notre planète tourne d'est en ouest, les avions qui se déplacent dans cette direction peuvent utiliser ces vents pour se déplacer plus rapidement. Penses-tu que les pilotes contrôlent le flux d'air afin que les passagers restent détendus, s'assoupissent et en même temps pour économiser du carburant? Il s'agit sans aucun doute d'un mythe. Si tu poses cette question à un pilote, il te répondra que c'est totalement ridicule. La vérité, c'est que la pressurisation détermine le niveau d'oxygène dans la cabine. En voici une autre. La plus grande tour de contrôle de trafic aérien au monde est aussi haute qu'un gratte-ciel. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou s'agit-il encore d'un mythe? Je sais, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Pour atterrir, un avion a besoin des feux de piste et des balises de l'aéroport. Et ils sont sous la responsabilité de la tour de contrôle. Elle gère également la circulation au sol. Pas étonnant que de telles constructions doivent être très hautes. Le nouvel aéroport international de Bangkok, en Thaïlande, possède une tour de 132 mètres de haut. Sa hauteur est à peu près égale à celle d'un immeuble de 40 étages. La construction de cette tour a coûté 18 millions d'euros. J'ai une autre question difficile pour toi. La sensibilité de tes papilles gustatives diminuerait de 30% pendant un vol. Vrai ou faux? C'est vrai. La pression dans la cabine, associée à la sécheresse de l'air, engourdit un peu tes papilles. Mais le plus curieux ici, c'est que cela affecte surtout les saveurs salées et sucrées. Si on te sert quelque chose d'épicé ou d'amer, tu n'auras aucun problème pour le savoir. Les traiteurs des compagnies aériennes essayent de tenir compte de la sensibilité réduite de tes papilles gustatives lorsqu'ils préparent les repas des avions. Ils doivent modifier nos bonnes vieilles recettes afin que tes aliments aient meilleur goût. Dans le cas où la cabine est dépressurisée, ton masque à oxygène est immédiatement disponible et tu peux te détendre et respirer. Tu peux même l'utiliser jusqu'à la fin du vol. J'aimerais bien que ce soit vrai, mais est-ce le cas? Malheureusement, ce n'est qu'un mythe. Les masques à oxygène des passagers fournissent généralement suffisamment d'air pour respirer normalement pendant 10 à 15 minutes. En d'autres termes, il ne s'agit là que d'une solution temporaire. Mais dans la plupart des cas, ce temps est suffisant pour que l'avion descende à 3050 mètres. Et à cette altitude, nous n'avons pas besoin de masque pour respirer. Comme les avions descendent très vite, l'oxygène supplémentaire n'est nécessaire que pendant quelques minutes, tout au plus. D'ailleurs, les systèmes d'oxygène sont régulièrement testés lors des contrôles de maintenance. De plus, le flux d'oxygène des passagers et des pilotes ne dépend pas de l'électricité. Les masques utilisent des générateurs d'oxygène individuels. Ainsi, même s'il y a un problème d'électricité à bord, l'arrivée d'oxygène ne sera pas coupée. Beaucoup de gens disent que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un mythe. L'avion est le deuxième moyen de transport le plus sûr. Des études ont démontré que l'ascenseur est plus sûr que l'avion. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que tu pourras te rendre aux Bahamas. Ok, cette dernière question était une blague. Statistiquement, l'avion est effectivement le moyen le plus sûr de voyager. Alors, combien de bonnes réponses as-tu eu? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Moi, j'ai fait 8. Pas génial. L'océan Pacifique s'étend sur plus de 19 000 km dans sa plus grande largeur. La distance est si grande que l'on pourrait faire tenir 5 fois la Lune dans cet espace. Et la surface de l'océan Pacifique pourrait contenir les 7 continents. Elle est aussi plus grande que la surface de Mars. Pas si étonnant quand on sait que le plus grand océan de la Terre couvre 30% de la surface de la planète. Comme les humains, la plupart des requins ont besoin de vacances d'hiver. En 2002, des scientifiques ont découvert le café du requin blanc. C'est ainsi qu'ils ont nommé une partie éloignée de l'océan Pacifique située entre Hawaï et la Basse-Californie. Les grands requins blancs côtiers y migrent en hiver et y passent plusieurs mois. Les animaux ne rentrent pas chez eux avant que les eaux côtières ne se réchauffent à nouveau.
À l'âge de pierre, la population totale de l'Europe centrale était d'environ 1500 habitants, ce qui signifie qu'aujourd'hui, ils pourraient tous tenir sur un paquebot de croisière de taille moyenne. Les astronomes ont découvert que la Voie lactée pèse environ 1500 milliards de masses solaires, sachant qu'une masse solaire est la masse de notre Soleil. Une infime partie de ce poids est constituée d'un trou noir supermassif situé au centre de la galaxie, 4 millions de masses solaires et de 200 milliards d'étoiles. Le reste est de la matière noire, mystérieuse et invisible. L'ornithorynque est une créature étrange. C'est un mammifère, mais avec un bec de canard, des pattes palmées et une queue plate. Les femelles pondent des œufs et les mâles ont des griffes venimeuses sur leurs pattes arrière. Mais le plus bizarre, c'est que ces créatures n'ont pas d'estomac. En d'autres termes, ils n'ont pas de poches spéciales qui produisent des enzymes digestives ou des acides. Les scientifiques ont découvert que certains dinosaures ne rugissaient pas. Au lieu de cela, ils produisaient des sons similaires aux canards qui cancanent et aux pigeons qui roucoulent. L'un des sons les plus mystérieux jamais entendus sur Terre est le bloop. Lorsqu'il s'est produit en 1997, des micro-sous-marins l'ont enregistré à une distance de 5000 km. Il ressemblait au bruit des animaux marins. Mais le volume était trop élevé pour un son produit par un être vivant. Le bloop s'est prolongé pendant 1 minute. Il a commencé par un faible grondement, puis a augmenté en fréquence. Les experts affirment que l'odeur des pommes vertes donne l'impression que les pièces d'une maison sont plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Quant aux odeurs chaudes diffusées dans un magasin, comme la cannelle ou la vanille, elles te feront dépenser plus d'argent que prévu. La plus longue chaîne de montagnes de notre planète se trouve en réalité sous l'eau, dans l'océan Atlantique. La dorsale médio-océanique s'étend sur plus de 64 000 km, soit 5 fois le diamètre de la Terre. Tu ne peux pas éternuer en dormant, ton cerveau désactive simplement ce réflexe. Si de la poussière ou des poils d'animaux déclenchent le besoin d'éternuer, tu vas d'abord te réveiller. Heureusement, tu peux ensuite facilement te rendormir. La plus longue publicité télévisée jamais réalisée a été diffusée au Brésil en 2018. Elle était composée de centaines de petits clips. La publicité a continué pendant 14 heures et a même obtenu le record du monde Guinness. Elle est aussi censée rester accessible en ligne pour toujours. Si toutes les couches de glace de l'Arctique et les glaciers fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait pour atteindre la hauteur d'un bâtiment de 26 étages. Sous une lumière noire ou UV, les bananes en train de mûrir prennent une couleur bleu vif. C'est à cause de la chlorophylle qui se décompose lorsque le fruit mûrit. Après s'être liés d'amitié avec les humains, les chiens ont développé 2 muscles au-dessus de leurs yeux qui n'existaient pas auparavant. Cela les aide à maintenir un meilleur contact visuel avec leur maître et rend leur visage plus expressif. Tu vois ces grands yeux de chiot qui te disent « Adopte-moi » Eh oui, ce sont ces nouveaux muscles en action. En raison des mouvements des plaques tectoniques, l'océan Pacifique se rétrécit de 2,5 cm chaque année. Et l'océan Atlantique s'agrandit d'autant. L'écart entre deux phrases dans une conversation dure en général environ 200 millisecondes. Les experts affirment que c'est le plus petit temps de réponse humain. La loutre de mer a la fourrure la plus dense de tous les animaux de notre planète. Ces créatures ont plus d'1 million de poils par centimètre carré sur leur corps. De plus, leur fourrure a 2 couches. Il y a un duvet plus court et un manteau de protection plus long. Ces 2 couches emprisonnent l'air 2 fois plus efficacement. Elles empêchent aussi l'eau d'atteindre la peau de l'animal. La température de l'eau ne dépasse généralement pas 2 à 4 degrés dans les parties les plus profondes de l'océan, à moins que tu ne t'approches d'un évent hydrothermal. L'eau libérée par de telles cheminées peut être chauffée jusqu'à 400 degrés. Seule l'immense pression au fond de l'océan l'empêche de bouillir. La tour de l'Empire State Building a été conçue pour servir de station d'accueil pour les dirigeables. À cette époque, les gens croyaient que ces dirigeables deviendraient le principal moyen de transport dans le futur. Le projet comprenait des passerelles, des comptoirs d'enregistrement et de douane, etc. Mais les ingénieurs se sont rendus compte que le vent était trop fort pour leur plan, et ils ont abandonné l'idée. De nos jours, il ne reste plus que 2 couches de glace dans le monde datant de la dernière période glaciaire de notre planète. La première est la calotte glaciaire du Groenland. La seconde, celle de l'Antarctique, est énorme. Avec une superficie de plus de 13 millions de kilomètres carrés, elle a la taille du Mexique et des États-Unis combinés. Le Salto Angel, la plus grande chute d'eau ininterrompue de la planète, est plus de 2 fois plus haute que l'Empire State Building. Pendant la saison sèche, l'eau qui tombe s'évapore parfois avant d'atteindre le sol. Les vagues de tsunami passent souvent inaperçues en pleine mer. Elles ne s'élèvent pas de plus de quelques centimètres au-dessus de la surface, jusqu'à ce qu'elles atteignent les eaux peu profondes. Mais lorsque l'océan est profond, ces vagues furtives peuvent se déplacer à une vitesse de 800 km/h. C'est aussi rapide qu'un avion de ligne long courrier.
Le cerveau de certains acteurs fonctionne différemment à chaque fois qu'ils incarnent un nouveau personnage. Les psychologues affirment qu'ils effacent leur propre personnalité lorsqu'ils jouent, comme si leur personnage les possédait. Les coraux vivant dans les eaux peu profondes produisent leur propre protection contre le soleil. Sans elles, la lumière solaire nuirait aux algues qui vivent en eux. Pour protéger ces algues, qui sont la principale source de nourriture des coraux, ils se rendent fluorescents. Ce processus produit des protéines qui agissent comme un écran solaire. Facebook a déjà expérimenté avec l'intelligence artificielle et a créé 2 chatbots dotés d'une IA qui pouvaient se parler entre eux. Mais l'expérience a dû être interrompue. Les robots ont commencé à communiquer dans une langue que personne d'autre qu'eux ne comprenait. Les experts ont cependant une meilleure explication qu'un soulèvement des robots. Ils sont persuadés que les robots essayaient simplement d'améliorer le langage humain pour interagir plus efficacement. La Voie lactée, qui est notre galaxie d'origine, s'étend sur plus de 100 000 années-lumière. Sachant qu'une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an, à une vitesse de plus de 300 000 km par seconde. Près de 90% de toute l'activité volcanique sur Terre se produit dans les océans. Le Pacifique Sud possède la plus grande concentration de volcans connus. Un groupe de volcans en particulier compte 1133 cônes volcaniques. Ils sont tous actifs et enfermés dans une zone de la taille de l'État de New York. Lorsque tu arrives dans un nouvel endroit durant un voyage, ton cerveau ne peut pas se détendre. C'est ce qu'on appelle l'effet de la première nuit. Un côté de ton cerveau reste en alerte, car que faire si un danger se cache dans ce nouvel environnement ? C'est généralement le côté gauche du cerveau qui est le plus éveillé lorsque tu passes ta première nuit dans un endroit inconnu. Les scientifiques pensent que la façon dont nous parlons a été modifiée par notre alimentation. Quand nos ancêtres ont commencé à manger des aliments plus mous, comme des légumes et des céréales, leurs dents et leurs mâchoires ont changé. C'est pourquoi les gens ont commencé à utiliser des sons plus doux, comme le V et le F. Le canyon de Zemchug, situé au milieu de la mer de Bering, est le plus grand canyon sous-marin jamais découvert. Il excède de 762 mètres la profondeur du Grand Canyon. Lorsque tu perds du poids, tes cellules adipeuses ne disparaissent pas, elles deviennent simplement plus petites. Mais lorsque tu prends quelques kilos en trop, tes cellules graisseuses augmentent à la fois en taille et en nombre. Une espèce de souris vivant dans les forêts d'Amérique centrale peut se targuer d'avoir un incroyable répertoire musical. Ces minuscules créatures conversent à l'aide de presque 100 notes différentes. Quand tu claques des doigts, ce n'est pas ton pouce qui produit le son. Ce que tu entends, c'est ton majeur qui frappe contre ta paume. Les vaches n'aiment pas quand elles doivent rester loin de leurs meilleurs amis. Ces animaux ont des liens sociaux très forts et tissent des amitiés pour la vie. Lorsque leurs amis proches sont absentes, les vaches présentent même des symptômes physiques de stress. Il y a plus de trésors et d'artefacts au fond de l'océan que dans tous les musées du monde réunis. Les sprays anti-moustiques ne repoussent pas vraiment les moustiques. Ils masquent simplement ton odeur et créent une barrière pour que les insectes ne puissent pas détecter le dioxyde de carbone et l'acide lactique qui les attire. L'été approche. Voici notre liste super utile de choses à emporter, ainsi que quelques conseils pour préparer au mieux tes vacances. Quels que soient nos efforts, nous avons toujours tendance à importer trop de bagages. Quoi, moi ? Retiens bien une chose, plus ta valise est grande, plus tu essaieras de la remplir. La prochaine fois que tu feras tes valises, essaie de te conformer à la règle des 5 K 3 2 1. Selon cette règle, pour un séjour d'une semaine, on peut facilement se limiter à 5 paires de chaussettes et de sous-vêtements, 4 hauts, 3 bas, 2 paires de chaussures, choisies en fonction de l'activité physique que l'on prévoit pendant les vacances, et un chapeau. Mais je propose d'ajouter un article à cette règle. Une veste de pluie légère, comme celle-ci. Elle ne prend pas plus de place que 2 paires de chaussettes, mais elle peut nous sauver la vie en cas de conditions météorologiques imprévisibles. Si tu as peur que tes vêtements se salissent rapidement et que tu doives cacher les taches de ketchup sur tes photos de vacances, il y a une solution pour l'éviter. As-tu entendu parler de la lessive à emporter ? Il s'agit de petits sachets que tu peux mettre dans ta valise et laver tes vêtements à la main dans un évier. Les pinces à reliure peuvent sembler n'avoir aucun rapport avec les vacances. Bah oui, ce sont des articles de bureau. Mais laisse-moi essayer de te faire changer d'avis. Elles ont une multitude de fonctions. Utilise-les pour suspendre des vêtements mouillés, pour maintenir des sangles de bagages cassés, et j'en passe. Elles servent à tout. Si tu préfères toujours ignorer la règle des 5 K 3 2 1 et que tu te débats pour essayer de mettre quelques sweatshirts de plus dans ta valise ou ton sac à dos, les bouteilles en plastique vont t'aider. Prends-en une et coupe-la en deux. Ensuite, tu auras besoin d'un élastique. Enroule le sweatshirt dont tu as besoin en rouleau très serré et place-le entre les deux moitiés de la bouteille.
fixes cette construction bizarre à l'aide d'un élastique, et voilà. La bouteille prend maintenant beaucoup moins de place dans tes bagages. Mais si tu n'aimes pas les solutions bricolées, voici une autre option. Les boîtes d'emballage pour ranger les vêtements. Grâce à elles, toutes tes affaires seront bien organisées et tu trouveras facilement ce dont tu as besoin sans avoir à fouiller dans toute ta valise. De plus, elles existent en différentes couleurs et tailles, ce qui permet de séparer tes vêtements par type ou par couleur. Très pratique. Il est essentiel de rester connecté lorsqu'on voyage. Et un chargeur de téléphone portable peut aider à garantir que son appareil restera en fonction même en déplacement. Choisis un chargeur doté de plusieurs ports afin de pouvoir recharger ton téléphone et d'autres appareils en même temps. Un petit conseil, de nombreux appareils utilisent désormais des câbles de type C. Assure-toi donc que tous tes appareils soient bien compatibles avec ton chargeur. Si tu voyages souvent, voici un conseil pour toi. Ne déballe jamais tes affaires de toilette, tu n'oublieras rien la prochaine fois que tu prendras l'avion. La meilleure solution est de garder une trousse séparée avec tous les produits dont tu as besoin, comme un étui à lentilles de contact ou une brosse à dents. Alors, si tu n'as pas encore ta petite trousse spéciale beauté, il est grand temps de la composer avec tes essentiels. Tu disposes probablement déjà de petites bouteilles à la maison. Assure-toi qu'elles portent une inscription indiquant qu'elles ne dépassent pas 100 ml, si tu as l'intention de les emporter à bord. Toutefois, si tu n'as pas de mini flacon, tu peux en trouver de nombreux en ligne, comme celui-ci. Le kit que tu souhaites acheter doit être équipé d'entonnoirs pour verser facilement le shampoing ou le gel. Certains kits ont même des cuillères, ce qui est génial. Tu peux faire de la crème glacée. Elles permettent de doser une petite quantité de crème hydratante afin de ne pas gâcher tout le pot avec le gras de tes doigts. Cependant, il y a certaines choses qu'il vaut mieux garder dans ses poches et non dans la trousse de toilette, comme le gel désinfectant pour les mains et le baume à lèvres. Si tout est évident avec le désinfectant pour les mains, le baume à lèvres a bien plus d'usage que tu ne peux l'imaginer. Si tu as les cuticules sèches, le baume à lèvres les rendra à nouveau souples et douces. Si tu veux enlever ton maquillage, le baume à lèvres et un coton-tige feront des merveilles, sauf s'il est à la menthe. Tu peux même l'utiliser à la place du gel pour sourcils si tu as oublié le tien à la maison. Car oui, il peut même t'aider à dompter les poils rebelles. Voyager peut être inconfortable, surtout lorsqu'on essaie de dormir dans un avion ou dans une voiture. Un oreiller de voyage compact peut faire une grande différence dans la qualité de ton confort et t'aider à arriver à destination frais et dispo. Il est essentiel d'assurer la sécurité de ses affaires en voyage. Et les cadenas de voyage approuvés par les agences nationales de sécurité peuvent t'aider. Ces antivols peuvent être ouverts par les agents de police sans endommager les bagages, ce qui en fait une excellente option pour les déplacements en avion. Le monde est extrêmement varié, et les prises de courant le sont aussi. Si tu pars pour une destination nouvelle et lointaine, n'oublie pas de vérifier le type de prise qu'on y trouve. Par exemple, si tu te rends au Royaume-Uni, tu peux t'en tenir à cet adaptateur. Un petit spray peut considérablement améliorer ton look. Oui, tout à fait. Par exemple, si ton t-shirt préféré a tendance à se froisser beaucoup, tu peux plus ou moins le repasser à l'aide d'un vaporisateur. Suspends-le et asperge-le. Les plis disparaîtront et ton t-shirt aura l'air frais et présentable. Normalement. Parlons maintenant du ruban adhésif. Le scotch dans tes bagages peut t'enlever une grosse part de stress. Imaginons que tu rentres chez toi avec tout un tas de cadeaux que tu as achetés pour ta famille et tes amis. Oups, la fermeture éclair de ta valise n'a pas résisté à la pression et a éclaté. Heureusement, le scotch vient à ta rescousse. Certes, une valise enveloppée de ruban adhésif peut avoir un drôle d'aspect, mais c'est toujours mieux que de débourser une belle somme pour une valise neuve que tu n'avais pas l'intention d'acheter. Oui, c'est logique. Les sacs à linge peuvent s'avérer utiles lorsque tu dois séparer tes vêtements sales des propres. Je sais que tu peux le faire avec des sacs en plastique, mais les sacs à linge sont un peu plus écologiques. De plus, une fois rentré chez toi, ils te feront gagner du temps. Tu n'auras pas besoin de fouiller dans ta valise pour sélectionner tous les vêtements que tu veux laver. Il te suffira de jeter le sac à linge dans la machine à laver. Si tu voyages au bord de la mer, tu dois absolument envisager de prendre une serviette à séchage rapide comme celle-ci. Elles sont généralement fabriquées en microfibres qui sont beaucoup plus rapides à sécher que le coton ordinaire. De plus, ces tissus ne nécessitent que peu d'entretien, car ils peuvent être lavés à la machine à une température maximale de 60 degrés Celsius. Ensuite, les feuilles de séchage. Tu sais, nous transpirons tous, et nos pieds aussi. Surtout si nous marchons des kilomètres et des kilomètres pour explorer un nouvel endroit. Alors, quand tu rentres à l'hôtel et que tu enlèves tes chaussures de sport, mets une feuille de sèche-linge dans chaque chaussure.
Elle absorbera l'odeur et tes baskets seront prêtes pour d'autres aventures. L'anglais est certainement une langue internationalement reconnue, mais tu peux toujours te retrouver dans une situation où personne ne parle anglais et où tu n'as pas de connexion internet pour traduire ce que tu veux dire sur Google. Pour jouer la carte de la sécurité, crée une série de flashcards avec le vocabulaire essentiel pour t'aider dans les situations de base. Les voyageurs oublient très souvent d'emporter avec eux leur snack préféré. Certes, on te donne de la nourriture dans l'avion, mais tu peux parfois avoir envie d'une alternative. De plus, ton encas peut même sauver ton budget si tu as une longue correspondance. Les prix dans le salon de l'aéroport sont délirants. Même si tu voyages en été, cela ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de vêtements chauds. Assure-toi d'avoir un sweat à fermeture éclair ou quelque chose de ce genre, surtout à bord. Le fait est qu'on ne sait jamais s'il fera froid ou chaud dans l'avion. Parfois, on y étouffe, mais il peut aussi y faire un froid de canard. Les couvertures d'avion ainsi que les tables à plateau sont pleines de germes. Il est donc préférable d'avoir ses propres vêtements pour se réchauffer. Pour ce qui est des plateaux, je doute que tu puisses apporter les tiens à bord, alors n'oublie pas de les nettoyer avec une lingette humide antibactérienne. Bon voyage!